Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde. pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. C'est l'été sur RTL. Jusqu'à 18h sur RTL, on va surfer sur les vagues de toute une saison de grosses têtes, ce qui ne va pas impressionner les invités d'honneur de Philippe Bouvard. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard Sur RTL. Bonjour, ce sont deux sacrées bonnes femmes que Florence Artaud et Maude Fontenoy qui ont été chercher sur les océans la parité que leur refusait le plancher des vaches. Fille d'un père éditeur et d'une mère toujours recommencée, Florence Artaud a choisi de jeter l'encre sur le papier. Alors elle confie la naissance d'une passion atavique, sa victoire dans la route du Rhum, le bateau où l'élément féminin constituant une partie de l'équipage, Olivier de Kersauzon, aujourd'hui son préfacier, avait édifié un grand pavois de petites culottes. Elle explique combien il est difficile pour une femme indésirable, parce que désirable, de se faire respecter par les machos de la voile, la transformation de la navigation professionnelle en véritable galère, les difficultés de la chasse aux sponsors, et comme nous lui demandions si elle avait véritablement eu un fiancé dans chaque port, elle précise honnêtement que ses idylles ont été beaucoup moins nombreuses, qu'elle ne s'est mariée qu'une fois et qu'il n'est pas question qu'elle récidive. Florence Artaud, auteur d'un livre très joliment et explicitement intitulé « Un vent de liberté », et préfacé par Olivier de Kersauzon. Et vous voici placée, chère Florence Artaud, en garde à vous. Y a-t-il un âge pour publier une autobiographie ? Oui, c'est pas une réelle autobiographie, parce que normalement on n'en fait pas une à mon âge, mais en fait ça raconte, c'est l'histoire d'une gonzesse qui fait du bateau. Voilà, c'est 30 ans de récits de navigation sur... Oh, vous savez, il y a des chanteuses qui publient leur mémoire à 22 ans. Laurie, pour ne nommer qu'elle. Hein. Mais elles ont peur de plus avoir de mémoire très vite aussi. Comment vous y êtes-vous prise pour vous faire respecter par les machos de la voile ? Les marins sont pas des machos, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Olivier a une réputation de macho, mais c'est un gros tendre, un gros gentil. Il aime pas... ils aiment les vraies femmes. Et puis, se faire respecter par les marins, qu'on soit un marin ou une navigatrice, il faut seulement faire des résultats. Mais les marins, ils aiment les femmes. Oui, alors vous dites quand même que, parfois, parce qu'on est désirable, on devient indésirable à un bord. Hein. Bah oui, c'est-à-dire que c'est pas évident. Sur un bateau, vous mettez une femme au milieu d'une troupe de mecs affamés, ça crée des situations souvent délicates. Est-ce que vous avez eu vraiment un fiancé dans chaque port, comme on l'a dit un temps ? Un petit peu, oui. Un petit peu quand même. Est-ce que vous partagez avec votre préfacier, Olivier de Kersauzon, donc, la peur des fantômes ? Oui. Parce que ici, on lui avait posé la question, et alors que on était en pleine rigolade, subitement, il était devenu grave, et on avait senti qu'il fallait pas rigoler avec ça. Oui. Mais en mer, non. En mer, j'ai l'impression que c'est des petits fantômes gentils qui m'escortent et qui prennent soin de moi. Mais à terre, si vous me lâchez toute seule dans une forêt, là, la nuit, je suis morte de peur, je suis terrifiée, j'ai envie de regarder derrière tous les troncs d'arbres, voir s'il n'y a pas un loup-garou qui s'y cache. Et puis alors surtout dans les demeures historiques et pas très chauffées comme la sienne, hein, il se passe des choses. Hein. Il doit y en avoir, oui. Il y a des fantômes de famille à ce moment-là, et de bonnes familles. Hein. Qu'est-ce que Kersauzon vous a appris d'autre que l'art de décortiquer les langoustines ? C'est déjà pas mal. Ça m'a beaucoup servi. C'est vrai que comme je suis gourmande,
ça m'a permis de gagner du temps. Oh, le lendemain de la disparition du pauvre Tabarly, qui était le maître d'Olivier, il a eu ce mot ici, il a dit je pourrais plus jamais manger une langoustine sans penser à lui. Vous vous souvenez de ça? Ça nous avait un peu choqué, mais dans le fond, il le disait naturellement et sans rire, hein. Ouais, je crois que ça a beaucoup choqué tout le monde, la disparition de Tabarly. Personne ne s'y attendait. Vous vous souvenez du grand pavois qu'un jour, sur un bateau, Kersot avait organisé? Un grand pavois de petites culottes qui était entassé dans des gros sacs poubelles dans le bateau. Et nous ayant pas trouvé à bord, plutôt que nous laisser un petit mot, il a envoyé toutes nos petites culottes dans le mât. Elles étaient propres. Est-ce qu'on peut naviguer 30 ans durant sans jamais chavirer? J'ai chaviré 2 fois. Il y en a qui ont jamais chaviré. Il y en a? Ah bah Olivier, il a jamais chaviré. Dans les bars, si. Ouais, voilà. Son cœur peut chavirer aussi, mais... Quel poids votre séduction a-t-elle joué dans vos relations avec les vedettes de la mer? Souvent, hein. Parce que là, vous racontez la première fois qu'on vous a fait embarquer. Il faut dire que c'était un personnage haut en couleur aussi. Oui. Et visiblement, il avait été conquis d'abord par votre physique. Hein. Ah oui, il n'avait pas du tout l'intention de m'embarquer. Il a bien été obligé parce que j'ai été insistante et c'était un espèce d'échange tacite. Il voulait vous emballer, pas vous embarquer. Voilà. Comment il s'appelait ? Jean-Claude Parisi. Bon, il avait des petites manies et un aspect totalement à cette époque-là, les marins, comme Olivier, je ne sais pas si vous l'avez connu, plus ils étaient crades et plus ils sentaient mauvais et plus ils plaisaient aux femmes. Ça leur donnait un vrai look d'aventurier, ils avaient un succès fou. Alors, lui, d'abord, il portait des charentaises pour naviguer ? Oui, c'était son petit luxe. Oh oui, c'est bizarre, hein ? Qu'est-ce qu'il avait de remarquable encore ? Il se lavait très rarement les dents, mais comme beaucoup de marins. Olivier, d'ailleurs, lui, il n'est pas trop embêté, il n'en a plus trop. Mais Olivier a été victime du scorbut, parce que c'est à l'époque où il naviguait beaucoup avec Tabarly, il partait pendant des mois et des mois, il mangeait des boîtes de conserve, et donc il a perdu pas mal de ses dents. Vous dites de Parisi qui se détartrait avec l'Ajax WC. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et qu'en plus, il arrivait à se ronger les ongles des pieds. Il était très souple. Ah oui, et en même temps, c'était un très bon marin. Hein. C'était un super bon marin qui faisait l'admiration de tout le monde et tout le monde était quasiment comme lui à cette époque-là. S'il se rongeait les ongles des pieds, il doit y avoir faire d'autres choses qui sont tout aussi intéressantes. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard et l'invité d'honneur, Florence Artaud. À l'origine, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui naviguaient, qui étaient admises à naviguer. Aujourd'hui, il y en a un peu plus. Hein. La parité n'est pas encore établie. Il y en a toujours très peu. Il y en avait un peu quand j'ai commencé. Moi, il y avait 4 femmes au départ de la première route du Rhum à laquelle j'ai participé. Et puis, il y en a toujours quelques-unes, mais c'est vraiment une très faible proportion. Est-ce que vous rangez Maude Fontenoy parmi les femmes qui naviguent ? Non, pas vraiment, non. Pourquoi ? Parce qu'elle a beaucoup ramé, hein ? Oui, elle a beaucoup ramé, oui. Mais elle devait être assez désespérée pour faire ce qu'elle a fait à la rame, comme à la voile. Est-ce que vous vous souvenez de Steve Fossett ? Oui. Qui a disparu, d'ailleurs. Qui a disparu... C'était un grand navigateur. Qui s'est abîmé en ballon. Je sais pas si je crois qu'on a retrouvé, mais très longtemps après. C'était un avion, c'était pas un ballon. Oui, un avion. Un petit avion. Un monomoteur. Ils ont trouvé des documents, des papiers. Oui, on n'a pas retrouvé le pilote, on a retrouvé des morceaux de l'avion. Et puis il y avait notre ami Jean-François Degnaud. Ah oui, c'était un bon marin un aussi. Personnage formidable, oui. Qui avait pris la mer dans des conditions incroyables, alors qu'il était subclaquant. Oui, alors lui, il a tenu la dragée haute au concert. Vous aussi, vous êtes embarqué souvent alors que vous étiez avec des pépins de santé graves. Hein. Oui, mais bon, Et ça s'arrange sur la mer, ça s'arrange, on prend moins de risques en mer qu'à terre. Alors ici, on a beaucoup parlé de la mer, sans la connaître d'ailleurs, mais avec des gens qui parfois l'avaient approchée. Et un jour, Léon Zitrone, vous voyez que ça remonte à loin, s'était entretenu de ce sujet avec Jean-Yann.
n'ai pas le pied marin. Au bout de 10 mètres, je reviens. Je ne peux pas. Ah oui? J'ai le mal de mer. Moi, je fais 20 mètres. Mais parce que vous êtes un vieux marin. Mais le mal de mer, c'est terrible parce qu'il y avait le commandant, c'est le commandant du France, il disait au départ du bateau, ne mangez que des jolies choses parce que vous allez les revoir bientôt. Il y a des marins qui ont le mal de mer, hein? Il y en a beaucoup qui ont le mal de mer. Même Tabarly était malade s'il partait en mer avec du mauvais temps. Il y en a beaucoup qui rentrent. Il y a des médicaments toujours impuissants? Il n'y a pas grand-chose. Si, il y a des trucs homéopathiques. Mais je sais pas, moi j'ai la chance de jamais avoir le mal de mer. Parce que c'est terrible quand vous êtes... C'est affreux, c'est affreux. Il faut manger, en fait. Faut manger comme ça, on a quelque chose. Il vaut mieux manger, mais... J'avais un copain marin, quand il m'emmenait, il me disait toujours, c'était pas manger des choses jolies, il me disait mange des choses, c'est pas important ce que tu manges, si c'est bon ou pas bon, il faut que ça soit facile à vomir, il me dit. Et Olivier nous a dit ici qu'il fallait plutôt manger des bananes, parce que ça a meilleur goût. Ça a le même goût quand on la mange que quand on la dégueule. J'ai fait il y a quelques années de ça un gala sur un bateau en mer Égée par une tempête de force 8 le soir. J'avais 450 personnes dans la salle à manger quand j'ai commencé. Moi, j'ai pas le mal de mer, donc c'était formidable. Je m'étais bien calé sur les deux pieds avec le micro, comme ça que je tenais un peu. Et quand j'ai fini, ils sortaient par paquet de 12. J'ai fini, ils étaient 8. Et ils allaient gerber. Alors, comment se familiariser quand on commence avec les superstitions à bord? Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup chez les marins, oui. Bon. Pourquoi d'ailleurs le lapin est un animal tricard? Parce que les lapins étaient embarqués à bord pour être mangés. Et en fait, ils rongeaient les cargaisons, ils rongeaient les coques, et donc ils procuraient des voies d'eau. Mais bon, moi, j'ai vite laissé tomber un peu toutes ces superstitions, parce que la première des superstitions, c'est que les femmes portaient malheur sur les bateaux. On n'embarquait jamais de femmes. Pas de lapin. Voilà. Comment navigue-t-on aujourd'hui quand l'électronique tombe en panne, puisque tout se fait désormais avec l'électronique embarquée? On est toujours obligé de prendre un sextant, même s'il est en plastique et s'il n'est pas hyper précis, avec des tables de navigation. Donc il faut quand même savoir faire le point au sextant. Ne parlez pas de sextant à Philippe, il croit que c'est une cochonnerie. Non, pas du tout. Alors, vous dites qu'il n'y a plus rien à découvrir. Est-ce que ça ne retire pas une partie de son charme à l'aventure? Je crois que l'aventure, elle est quand même intacte quand on est en mer, parce que finalement, même s'il n'y a rien à découvrir, la mer, c'est toujours la mer. On n'a jamais rien construit sur la mer, les paysages sont toujours les mêmes. Et la rêverie est intacte, en fait. Il y a toujours... on peut redécouvrir. Il y a toujours un nouveau voyage à faire. Par exemple, si vous pouviez partir demain... Ah ben moi, je ne rêve que de ça. Et pour quelle destination partiriez-vous? Mais je me demande, je suis assez tenté par le record autour du monde à l'envers. Je disais tout le temps, faut être désespéré pour faire un truc comme ça, parce que ça doit être vraiment pénible. Je crois que maintenant, ça m'attire. Être tranquille autour du monde pendant au moins 150 jours, je ne rêve que de ça. Alors, vous devez être l'idole de Jean-Jacques Perroni, votre voisin, puisque vous devez beaucoup à la route du Rhum, hein? Et vous la trouvez marrante, celle-là, vous? Grand-mère. C'est vrai que tout a commencé vraiment... Bah oui. Ouais, c'est vrai que c'est la première course que j'ai faite quand je venais d'avoir 21 ans, et ça a été une grande découverte. Et puis j'ai fait mes armes comme ça, petit à petit. Alors, il y avait une famille qui vous poussait, en tout cas qui ne vous décourageait pas. Hein. Ils ont essayé de me décourager quand même quand j'étais obligé de me sauver de chez moi. Et quand je suis revenu, j'ai fait une fugue, quand je suis revenu m'expliquer, quand mes parents m'ont demandé pourquoi j'étais parti, ça s'est très mal passé. Mon père m'a dit même, quand je suis parti donc après cette discussion sanglante, il m'a même dit change de nom, tu déshonores la famille. Alors qu'il adorait la mer, lui. Alors qu'il adorait la mer, mais il pensait que j'allais traîner mes guêtres, devenir une clocharde ou passer de bateau en bateau et de bras en bras. C'était pas tout à fait ce qu'il espérait pour moi. Puis il y a aussi l'angoisse qui commence avec le départ pour une course et qu'on vit au quotidien, hein. Ouais, ça. C'est très dur, ça. Ça, c'est difficile à vivre pour les parents, je crois. Ouais. On peut adorer la mère et désavouer la fille. Hein. Et ben voilà. J'ai un coup de buis, voilà.
question de Monsieur Lopez de Gagny, qui a dit « Le poème est à la pétasse ce que le couteau à huître est au molluscle, un moyen de l'ouvrir. » Olivier de Kersauzon. Oui. Bonne réponse collégiale, oui. Et la deuxième citation, qui est un peu plus sérieuse, envoyée par Madame Cassagne de Paimpol, qui a dit « Naviguer est une activité qui ne convient pas aux imposteurs. Dans bien des professions, on peut faire illusion et bluffer en toute impunité. En bateau, on sait ou on ne sait pas. » Un navigateur? Oui, pour un plombier, oui. Ah, ça pourrait être un philosophe, Philippe. Répondez, Jean-Philippe. Tabarly. C'est Tabarly. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est Tabarly. Ah oui. Qui avait une haute idée de son métier et une mauvaise impression chaque fois qu'il voyait des imposteurs, comme il disait, se profiler à l'horizon. Et il y en a quand même des imposteurs dans la cour. Oh, pas longtemps. Non. Non, ils vont pas très loin, les imposteurs. Ils reviennent vite ou bien ils font naufrage. Ils reviennent pas. Et puis, oui, ils reviennent pas, oui, ils partent à peine. Alors, à propos de naufrage, je voudrais évoquer un naufrage que un de nos amis disparus avait subi. Il nous avait raconté ça ici d'ailleurs. C'était Alain Bombard. Et à la suite de ce naufrage, il avait décidé d'essayer lui-même un Zodiac, je crois, un bateau, en fait, un bombard. Ça a été le nom qu'on a donné à cette petite embarcation de sauvetage. Et puis les années ont passé et un jour, toujours ici, Olivier de Kersauzon, encore lui, avait évoqué le colmatage historique du canot pneumatique de Bombard et il l'avait fait en compagnie d'un bruiteur émérite, Sim. Arriverai-je un jour seulement à traverser cet Atlantique maudit? Mon canot fuit, ma mémoire aussi. Seul dans ce milieu à queue, que vais-je faire? Alors le docteur, qui est un homme de décision et pas un homme de parti, décide de s'attaquer au problème. Je sais bien, partir en solitaire, c'est faire bon à peur. Mais je continuerai jusqu'au bout. Et ce que l'océan prend pour un cri de détresse est un cri de victoire. Le docteur Bombard, de sa propre semence, répare le frais esquif. La tempête étonnée se calme. Les mouettes passent admiratives. C'était bien rendu, hein. Ah ouais. Alors, bon, vous dites qu'il y a moins de macho, foncièrement, le marin n'est pas macho, sauf qu'il n'y a pas de mot au féminin dans son langage. Navigatrice, oui, mais marine, non. Non, marine, c'est Le Pen. Oui. Ou la météo. Est-ce que vous méprisez ou est-ce que vous plaignez ceux qui n'ont jamais connu que le plancher des vaches? Non, on se complète bien, je pense. C'est toujours des rencontres agréables. J'aime bien le contraste qu'il y a entre le monde qu'on vit en mer et celui qui est à terre. Les arrivées, c'est toujours des moments étonnants parce qu'on est en décalage total. Et c'est des rencontres... Il faut combien de jours pour se réadapter? Il faut 3-4 jours quand même. 3-4 jours avant de revenir bien les pieds sur terre. Mais c'est toujours des bonnes rencontres. Quand on arrive par la mer quelque part, on est toujours bien accueilli. Un bateau qui arrive, il suscite toujours une certaine émotion. Et ça crée des contacts beaucoup plus L'arrivée d'une grande course à Brest avec ces milliers de gens qui s'agglutinent partout, c'est un spectacle féerique. Hein. Ouais, c'est troublant. C'est vraiment un moment où on est en décalage total, quoi, complètement là et pas là en même temps. Enfin, on s'y prépare, on sait comment ça va se passer. Ouais, mais c'est toujours un choc. C'est toujours l'extrême solitude et la foule, ça doit faire un choc quand même. Ouais, on se demande. Et qu'est-ce que vous pensez des imposteurs? Parce que moi, j'en vois souvent par chez moi qui s'amettent une veste de quart, des bottes bleues et qui plastronnent et qui sortent pas le bateau une seule fois. Oui, ça, il y en a beaucoup. Les bateaux dans les ports, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup qui bougent. Ils sont beaucoup dans les yacht clubs et avec leur petite tenue de navigateur. Mais il y a finalement pas grand monde qui navigue beaucoup. Non. Mais bon, le bateau, c'est un sport qui est réservé à chacun le vit comme il veut. Si c'est juste aller faire un petit tour de temps en temps le soir à la pêche
ou aller au mois d'août s'agglutiner dans les mouillages. C'est quand même un plaisir que chacun peut se réserver comme il veut. Moi, j'ai un souvenir de navigation assez étonnant. C'était un soir de réveillon. J'ai passé le dernier cabaret que j'ai fait, c'était chez ma cousine, place des Tertres. C'est un joli port de pêche. Hein. Il était 1h30 du matin. Il y a pas mal de morues, je suis allé au restaurant à côté pour essayer de bouffer un petit peu quelque chose. Et il y avait 2 mecs. Enfin, c'était la foule des réveillons, il y avait des confettis partout, il y avait 2 mecs face à face, bourrés complètement, tous les deux, bourrés, avec des chapeaux sur la tête encore. Ils avaient plein de cotillons sur eux, et quand je suis passé, j'ai entendu exactement ceci. Peut-être, mais moi, je préfère Vasco da Gama à Magellan. Et ben, je trouve que ces 2 mecs, qui à 2h du matin parlaient de Vasco de Magellan complètement pété, il y avait quand même quelque chose de poétique là-dedans. Les grosses têtes de l'été continuent sur RTL avec les meilleurs moments de la saison 2008-2009. Philippe Bouvard, Amanda Lear, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Éric Legérias et Jean-Pierre Coff et Florence Artaud. Qu'est-ce que l'océan apporte de plus qu'un homme? À une femme, bien sûr. Ah, alors ça, je ne suis pas sûre que ça regarde tout le monde. Non, un océan, ça vous comble 10 fois plus qu'un homme. On connaît les hommes, on connaît leurs limites, on sait ce qu'on attend d'un homme. De la mer, on ne sait jamais ce qu'on attend. Elle nous apporte des émotions que l'homme ne peut pas apporter. Que personne ne peut vous apporter. Et puis surtout une grande solitude, enfin un grand retour vers soi. Il n'y a jamais un homme qui vous a fait chavirer ? Si, quand même. Ah ben voilà, donc, vous voyez, on était à égalité. Oh, vous avez donné un joli surnom, la petite fiancée de l'Atlantique, c'était joli. Ça m'a traîné. Ah oui. Ça m'a duré un petit peu de temps. Maintenant, c'est plus trop d'actualité. Bon. Vous vous remarierez un jour ? Non, c'est bon. Je Pourquoi ? crois qu'il faut le faire une fois dans sa vie. Maintenant, c'est fait, donc c'est bon. Faut le faire une fois, mais pas deux. Bah non, je vois pas l'intérêt. Bon, pourquoi un mariage? C'est la création d'un foyer, comme disait Jacques Martin, un foyer chrétien basé sur le respect mutuel du couple. Oui. Ça, alors là. Non, mais c'est décevant finalement, parce que vous êtes une femme libre et indépendante. J'ai pas d'aptitude pour le mariage. J'ai voulu essayer, mais enfin, ça a duré 1 mois et quart, mon mariage. Donc, oui, ça a été assez rapide. Vous pouvez dire ce qu'on dit en général quand on vous demande de l'argent pour une quête, j'ai déjà donné. Voilà. Et c'était un marin ? Oui, plus ou moins, un aventurier. Alors, je dois dire qu'il n'y a pas que des machos dans la marine, hein, et que nous avions reçu ici Loïc Perron, qui avait tenu à rendre un hommage tout à fait appuyé aux navigatrices. Les femmes dans la compétition sont souvent impressionnantes, surtout dans la compétition en solitaire ou en équipage réduit. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la force physique qui fera la différence quand on est tout seul sur un bateau. J'en suis un des exemples, je suis épais comme un madrier de Cajasserin, comme souvent tous les skippers. Regardez Alain Gauthier, les Franck Camas, enfin les skippers français sont des gens peu épais, j'oserais dire. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est plutôt un sport assez cérébral. Et ces bateaux en solitaire, monocoque ou multicoque, sont tellement gigantesques que de toute façon, la force physique ne pourra pas résoudre un problème. Il faut le résoudre avant. Oui, il faut mieux réfléchir plutôt que se servir de ses bras. Et les mecs, on ne sait pas faire ça peut-être ? Alors, il y a un sport qui est la voile, et Dieu sait que c'est un sacré sport. Et puis, il y a le sport qui précède le départ pour une course, qui est la chasse aux sponsors. Ouais, ça c'est pas la partie la plus rigolote de notre sport. C'est vrai que on n'est pas aidé non plus, ni par les agences de pub, ni on n'a pas d'agent non plus, parce qu'il y a que nous. Il n'y a pas d'agent. Il n'y a pas d'agent. Comme pour le sport. Ben non, parce que les agents, ils peuvent pas se servir sur notre dos. On met tout. Il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas assez de pognon. Tout va. Attendez, quand un sponsor finance la construction d'un bateau, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Donc en fait, on est mal payé, mais on est les plus heureux du monde. Alors, il y a la chasse aux sponsors et il y a la crise. Et la seconde n'arrange pas la première. Hein. Non, voilà. Alors, il faut croire au miracle. Ça coûte combien un bateau de course ? Entre combien et combien ? Parce que vous dites que ça coûte très cher, mais on ne se rend pas compte. Un bateau neuf, ça dépend de la taille du bateau, mais ça vaut entre 7 et 10 millions. D'euros. Oui, pour des bateaux de taille raisonnable. Et après, il y a l'entretien, sur une année, ça coûte cher en réparation, en entretien.
Moi, les projets que j'ai, il me faut à peu près 2,5 millions ou 3 millions. Eh ben, l'hôtesse va passer dans la salle, on va faire une petite quête. De 4 ou 5 ans. Mais 2 millions à 3 millions par an, plus le coût du bateau dont on a parlé tout à l'heure. C'est englobé. Est-ce que vous accepteriez n'importe quel mécène? Non, j'accepterai pas n'importe qui. J'ai envie particulièrement de m'investir dans de la pub pour promouvoir la planète, l'avenir de la planète, le développement durable ou la paix dans le monde. Il faut que ça soit un peu noble. Hein, aussi. Voilà, ouais. Parce que quelquefois, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a de l'argent, mais bon... Oui, moi je suis propriétaire des tripous Jean Bonnard. Des tripous Jean Bonnard, des tripous Bonnard. Florence Artaud, mangez du tripou dès le matin très tôt. Moi j'ai la chance de voir la construction de Geronimo d'Olivier à Vannes. C'est formidable parce que vous voyez ce truc-là j'y allais une fois par semaine au chantier quand il était là, et après vous voyez le truc sur l'eau. Et vous voyez un monstre, carrément un monstre, on dirait une bête préhistorique qui est à quai, et c'est phénoménal à voir, parce que vous l'avez vu en morceaux. Vous entrez dans un truc, il n'y a pas un marteau, il n'y a pas un tournevis, tout est chauffé, tout est soudé, c'est formidable à voir. Et quand vous vous trouvez devant ça, vous dites, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est beau alors. Ouais, c'est des belles machines. Oui, mais quel est l'intérêt d'avoir des belles machines comme ça, si ça coûte très cher et si on ne trouve pas de sponsors pour pouvoir les avait trouvés, là. Il y en a quand même, qui trouvent. On arrive à en trouver de temps en temps. Il n'y a qu'à ce prix-là, cher Jean-Pierre Coff, qu'on peut tenter de battre des records. Oui, parce que les bateaux coûtent de plus en plus cher. Ça n'a pas toujours coûté ce prix-là. Les bateaux coûtent de plus en plus cher parce que c'est de plus en plus technique, c'est de plus en plus léger. Ils vont de plus en plus vite. Donc, quand on pense qu'ils font actuellement Marseille-Tunis en 17 heures, c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, un bateau à voile qui fait ça... Ouais, moi j'avais eu le record, que j'avais gardé longtemps, ce record-là de Marseille à Tunis. Et c'était en 91, on avait été les premiers à le battre, on avait mis 22 heures. Et là, maintenant, il a fallu longtemps avant qu'il le batte. Oui. Ouais. Les grosses têtes de l'été continuent sur RTL avec l'invité d'honneur du 20 mai dernier, Florence Artaud, qui venait parler de son livre Un vent de liberté. Alors, le correspondant que vous avez souhaité avoir au bout du fil, nous le connaissons bien, c'est Maurice Baudouin, qui est un des dirigeants du Figaro Magazine. Et il se trouve que par 2 fois, vous avez eu affaire à lui durant votre parcours. Bonjour Maurice Baudouin. Bonjour Philippe. Alors, Florence Artaud, vous vous souvenez de votre premier contact avec elle? Oui, je me souviens bien, parce que mon patron, Robert Hersan, le propriétaire de l'époque du Figaro, avait essayé plusieurs fois d'avoir Florence, sans résultat. Et j'ai essayé de mon côté. Je lui ai dit, vous n'êtes pas assez séducteur, il faut un type un peu plus... Attendez, il s'agissait à ce moment-là, d'une croisière, c'était pas une course, hein. Un très joli bateau avec des très jolies filles en tenue plutôt légère, hein. Voilà. J'ai même une anecdote à ce sujet-là. Finalement, il y avait Florence et 4 filles qui étaient des mannequins plutôt bien foutus, qui participaient à l'opération. Et j'ai une anecdote qui est en fait un compliment pour Florence. On sélectionnait les 4 filles choisies pour l'opération dans mon bureau. En fait, ça se passait à la fin, dans mon bureau. Il était épuisé à la fin de la journée. Oui, et elle devait se présenter dans mon bureau en petite culotte, la culotte du matin, et la poitrine en avant. Et à la suite de cette audition, si on peut dire, eh bien, je choisissais et je les proposais au patron. Voilà. Et là-dessus, le patron était très exigeant. Et nous avions un différend. Il préférait les toutes petites poitrines et moi, les mignonnes bien tournées. Voilà. Ah, mais c'était un grand débat, hein. Dites donc, mais la première fois, elle n'a pas accepté votre proposition. Non, la première fois, elle n'a pas accepté, mais la seconde fois, elle a accepté. Alors, qu'est-ce qui s'était passé entre-temps? J'ai pas été obligé de passer dans le bureau de Maurice. Oui. Non. Mais enfin... Pourquoi vous aviez accepté la deuxième fois et pas la première? Entre-temps, je m'étais fait un nom dans la course et comme ça... je pouvais me permettre d'aller me montrer en petite tenue sur des bateaux à l'autre bout du monde. Et puis peut-être que c'était mieux rétribué la deuxième fois que la première. Voilà, ouais. Vous voyez, hein? En tout cas, c'est un bon souvenir. Et quand on regarde les photos de l'époque, c'était très joli, hein? C'était très joli et ça a eu beaucoup de succès. Et en tout cas, je peux vous faire une révélation. J'avais en face de moi un certain nombre de poitrines
Et Florence, qui n'avait pas le même âge, eh bien, elle pouvait rivaliser avec les filles de 20 ans. Alors, c'est vraiment un compliment, et elle était vraiment superbe, et je pense que ça continue. Merci Maurice Baudouin, merci. Voilà un boulot harassant quand même. Ah oui. Ça quand même faire défiler les gonzesses, la poitrine en avant dans un burlingue. Et en culotte du matin. La culotte du matin. Hein, oui, ça, bien la c'est culotte du formidable, matin, ça. Qu'est-ce qu'on s'emmerde d'aller à l'école. On dit une autoroute. Les grosses têtes de l'été, Philippe Bouvard, Amanda Lear, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Éric Legérias et Jean-Pierre Coff. Et puis l'invité d'honneur, Florence Artaud. Une question de Monsieur Scran. Lorsqu'un navire lance un SOS, que doivent faire les autres navires? Le rejoindre. Le rejoindre, se porter à son secours. Non, d'abord. Répondre. Non, d'abord. Allumer la radio. Faire quelque chose que nous ne connaissons pas, nous. Parce que ce serait une impuissance professionnelle. Et Se taire. Voilà, le silence radio, total. Oui. La fameuse expression silence radio. Oui. À ce moment-là. Et d'ailleurs, dans les veilles radio, quand il y avait encore Salis Radio et tout ça qui recueillait tous les appels de tous les bateaux, il y avait d'abord toutes les heures rondes 3 minutes de silence justement pour permettre au SOS d'être entendu. Oui. Pourquoi la météo est-elle pas encore une science exacte? Heureusement que c'est pas une science exacte. On maîtrise beaucoup trop de choses sur Terre et la météo et la mer, on la maîtrise pas totalement. C'est bien. Ce qui est assez surprenant, enfin surtout pour nous qui connaissons peu ces choses-là, c'est que lorsque le routeur, celui qui trace le chemin d'une course, se trouve à des milliers de kilomètres. Oui, mais il est très présent. C'est presque comme s'il était à bord. Il dort quand il a le temps de dormir. Il doit répondre 24 heures sur 24 à nos appels. Et puis, souvent, même nous assister. Parce qu'il y a des moments que quand Pierre Lanier, qui est un super routeur, parle de l'état psychique de Philippe Monet qui se retrouvait dans le sud, au milieu des icebergs, dans le brouillard total. Il pouvait même pas veiller dehors parce que de toute façon il voyait rien, puis il avait les cils qui gelaient et que vraiment il commençait à avoir la trouille alors que c'est pas un trouillard du tout. Là, il a été obligé en plus de l'épauler, de rester présent pour lui maintenir le moral. La météo, c'est comme la politique, c'est l'art d'étudier les courants d'air. C'est un homme politique français qui a dit ça. Ici, Louis Baudin, qui fait la météo, est un ancien routeur. Ouais, je l'ai eu comme routeur d'ailleurs. Ah, ben voilà. Ouais. Mais bon, maintenant, il y a beaucoup de courses où on n'a plus le droit au routage et donc... Alors, est-ce que la communication radio, qui a beaucoup évolué, a fait qu'il n'y a plus une vraie course en solitaire, puisque on a son routeur, on a sa famille, on a tout le monde, c'est ça, mais même, oui, on est plus seul d'ailleurs. Si vous entendez les discours de ceux qui reviennent du Globe Challenge, le seul truc qu'ils vous disent, c'est ma femme m'a manqué, mes enfants m'ont manqué. Ça fait pas très aventurier, quoi. C'est un peu maintenant, la voile, c'est devenu un peu de la télé-réalité, quoi. Est-ce que les marins qui naviguent aujourd'hui avec tous ces instruments, l'électronique, les routeurs, tout ça, ils auraient été capables de naviguer à 50 ans et de faire les mêmes choses quand ça n'existait pas? Certainement. Mais en tout cas, ils seraient pas capables, je pense, de le faire comme aussi vite avec des records. De le faire comme nous on l'a fait. Ah oui, si Christophe Colomb avait eu un routeur, il aurait moins de temps. Bah oui. La première fois que je suis allé en Corse à la chasse au sanglier avec les Corses, ils parlent tous le patois entre eux. Et puis j'y allais avec un copain qui avait à peu près mon âge. Et avec les vieux, et tous les vieux se retournent vers moi en disant « Mais c'est qui la pinsoute ?» La pinsoute, c'est la Continentale. Alors il leur explique en Corse que j'avais traversé l'Atlantique en solitaire, etc. Et ils m'ont tous regardé. Enfin, il y en a un qui m'a regardé en me disant ouais, c'est ça, ouais. Et moi aussi, j'ai traversé l'Atlantique sur les couilles à Christophe Colomb. Vous savez ce que disait Churchill sur Christophe Colomb? Que c'était le premier socialiste. Parce qu'il est parti, il savait pas où il allait. Quand il est arrivé, il savait pas où il était. Il a fait tout ça avec l'argent du contribuable. 16h, 18h. Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été sur RTL. Est-ce qu'il arrive qu'on pêche à bord d'un bateau? On a
le temps? Oui, non, en course, normalement, on pêche pas, mais quand on est en convoyage, on pêche, oui, à la traîne. Ça améliore bien le quotidien. Hein. Ouais. Et puis sinon, quelquefois, on se nourrit de poissons volants. C'est très très bon. C'est bon le poisson volant? C'est délicieux. Ouais. Et comment vous les attrapez? Ils tombent sur le bateau. Ils tombent sur le pont. Parce qu'ils volent, ils sont attirés par une petite lumière de compas ou quoi que ce soit. Et il arrive même quelquefois ça surprend qu'ils vous heurtent la poitrine ou le dos. Et, alors là, c'est horrible. Des fantômes. Est-ce que vous rendez hommage un petit peu de temps en temps à Alain Gerbaud, parce que ça a quand même été le précurseur, Gerbaud. Ah oui. C'était le premier mec qui a traversé l'Atlantique et le Pacifique, qui a fait le tour du monde sur il a fait le tour du monde. Sur un bateau qui était vraiment. Et c'était pas évident parce qu'à cette époque-là, quand il s'arrêtait dans certains coins, il se demandait à quelle sauce il allait être mangé avec les sauvages qu'il allait rencontrer. Et alors, sa technique pour pas être importuné par les gens de l'extérieur, c'était de mettre des punaises renversées sur le pont de son bateau. Comme ça le prévenait s'il y avait quelqu'un qui montait à bord, à l'abordage. Autre Alain que vous avez connu, qui a disparu, Alain Colas. Vous y pensez de temps en temps? Eh oui, mais en fait, on parle beaucoup d'Alain Colas, d'Éric Tabarly, mais il y a eu beaucoup de disparus en mer qui sont moins connus, dont on parle moins. Alain Colas, il subsiste un mystère, hein? Oui, mais enfin, c'est très dur d'ailleurs. Ça a été très dur pour Théoura, sa femme, qui était enceinte de 2 jumeaux quand il a disparu en mer, parce que à cause de ces rumeurs, elle a mis très 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 longtemps à toucher un petit peu d'héritage. Donc la disparition en mer aujourd'hui est quelque chose qui reste quelque chose de très difficile à vivre parce qu'on peut pas faire son deuil. Mais en plus, au niveau des héritages, c'est très long. Faut attendre très longtemps pour que la succession soit ouverte. Alors, bon, à lire votre livre, c'est un livre d'enthousiasme, un livre de déclaration d'amour à l'égard de la mer. Et puis d'un autre côté, quand on voit le détail, on s'aperçoit que la navigation, c'est souvent une galère. Hein. C'est souvent galère, oui. C'est souvent galère. Enfin, il n'y a pas que des galères non plus, il y a des moments formidables. Et puis les galères qu'on a en mer, finalement, on en garde des super bons souvenirs. Donc, je pense que je préfère ce genre de galères que les galères qu'on peut avoir à terre. C'est plus rigolo, on en sort plus grand. Comment une jolie femme peut-elle se transformer quand elle embarque en loup de mer? Faut renoncer à plein de choses, non? Oh non, c'est pas un énorme renoncement. Non, au contraire, on renonce pas, on se jette à corps perdu dans tout ce qui nous manque quand on est en mer et qui nous manque pas vraiment. Oui, mais enfin, par exemple, les soins de beauté, le coiffeur, c'est... Ah, voilà, on a d'autres priorités. Oui. À terre, le coiffeur, de toute façon, moi, je suis pas... C'est le coquin de la croisière, lui. Oh, je vais en croisière. Oui, il est mon coiffeur, tout ça. Oh, je vais passer 5 minutes dans le casque, tout ça. Oh là 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 là. Pas du tout, il n'est pas du tout comme ça en croisière. C'est vrai? Ah non, il ne quitte pas la table de jeu. Ah oui, d'accord. Il est devant le blackjack et il regarde sa montre pendant le spectacle à 1 minute près. Il salue pas, il se tire, la place est chaude et il continue à taper le carton. À propos de place chaude, qu'est-ce que vous appelez la banette chaude? C'est-à-dire dès qu'il y en a un qui s'en va, la place est encore chaude. Ça, c'est pas pour les courses en solitaire. Bon. Voilà, c'est pour les courses en équipage. En équipage, c'est comme à la Sonacotra, quoi. Un lit est occupé comme tout le temps par rotation. Par rotation, il n'y a pas son petit lit réservé pour une personne et avec ses draps bien faits, tout ça. Son petit pyjama et son petit nounours, ça peut perdre. Hein. Vous sembliez dire tout à l'heure, ça existe les équipages mixtes? Oui, mais pas beaucoup, finalement, pas beaucoup. Bah ouais, comme je vous disais, enfin moi, j'ai fait partie d'équipage masculin, j'ai eu en tant qu'équipière et en tant que skipper. Maintenant, ça se fait davantage. Et je me rendais compte que le regard des mecs changeait complètement dès lors qu'on était arrivé à l'escale, parce qu'en général, sur un bateau, on ressemble à rien. On est avec une cagoule, des lunettes, on sait dans un truc où on ressemble à rien, et puis dès qu'on commence à se dévêtir un petit peu à l'arrivée, alors là il commence à se coller un peu plus à vous, mais sinon quand on est en mer, en fait il n'y a pas tellement de... Enfin je pense la sexualité disparaît. Ouais, enfin... pas complètement toujours. Il faut essayer de l'oublier. Oui. Tout de suite, retour de Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été sur RTL.
il n'y a pas que les Beatles. Voici un autre groupe. Les grosses têtes de l'été. Philippe Bouvard, Amanda Lear, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Éric Legérias et Jean-Pierre Coff. Et puis l'invité d'honneur du 20 mai, Florence Artaud. Est-ce que quand le temps se gâte, il faut s'attacher ? Oh, il y a plusieurs écoles. Olivier, lui, ne s'attache pas. Moi non plus, je m'attache pas. Je devrais pas le dire. Il faut s'attacher. Faut pas le dire aux assureurs, hein. Mais les assureurs, une fois que vous êtes plus là. Tabarly n'était pas attaché. Hein. Non, alors Tabarly, lui, ne s'attachait jamais. Et puis il disait quand même quelque chose de terrible, que celui qui tombe à l'eau, c'est qu'il n'avait pas sa place à bord. Alors ça, c'est affreux, mais c'était le franc-parler d'Éric. Mais il y a une phrase qui dit, que les marins disent, c'est une main pour soi, une main pour le bateau. Et je pense que c'est peut-être plus utile que de s'attacher, parce que ça permet d'être plus prévoyant, de regarder quand on va à l'avant, se caler toujours quelque part, ou si on est emmené par une vague, on puisse ne pas tomber à l'eau. Oui, mais d'un autre côté, on prend des risques, hein. Ouais. Mais est-ce que partir en course, c'est pas la vie du marin, c'est de prendre des risques finalement? Mais il n'y a pas que la vie du marin qui est risquée, la vie tout court. On prend tous des risques, ne serait-ce qu'en traversant la rue ou en montant en automobile. Ou en allant au bois de Boulogne la nuit, voir les fantômes. Question de Monsieur Moza. Dans quel cas un capitaine n'est-il plus légalement maître à bord de son bateau? En cas de mutinerie? Non. Sur un certain parcours, là je vous aide, et je dois dire que c'est pas le genre de parcours qu'emprunte souvent Florence Artaud. Un canal? Un canal. Ouais. Bonne réponse de Perroni. Ah oui. Bah oui. Eh oui. C'est le pilote. Dans les chenaux et dans les... C'est le pilote, qui Vous n'avez pas échappe. dû beaucoup naviguer sur, Non, nous, on n'a pas sur trop les besoin de canaux. pilote. Non. Il y a des pages qui sont désormais historiques. C'est cette première victoire dans la course du Rhum et la découverte, quand vous revenez à terre, du phénomène de... Le mot notoriété est peut-être faible, c'est la gloire, hein. Oui, c'est vrai qu'on me voyait un peu partout dans la presse. Mais finalement, nous les marins, on vit ça de très loin parce qu'on n'est jamais... C'est mondial, parce que ça se répand sur tous les continents, hein. On le vit de façon très isolée parce qu'on passe quand même les 3/4 du temps en mer. Oui, mais une fois qu'on a remis le pied sur la terre, on n'y échappe plus pendant des semaines, hein, des mois. Oui, mais enfin, il y a pire comme galère. Ouais. C'est pas... Et puis les gens sont gentils avec nous. Les gens sont respectueux. Moi, je me souviens de Tabarly, quand j'étais à ses côtés, qui montait dans un avion, ou qui passait quelque part, tout le monde le regardait. C'était l'homme, c'était le Français le plus connu à l'étranger. Tout le monde le regardait avec admiration, mais sans souvent oser l'importuner ou lui demander un autographe, ni quoi que ce soit. Faut dire qu'il s'y prêtait pas facilement non plus. Hein. Il était plutôt rugueux et abrupt. Hein. Ouais, il fallait le faire chanter pour qu'il se déride un peu. Oh, à propos de faire chanter, dites donc, vous avez enregistré un disque avec Pierre Bachelet. Avec Bachelet, oui, un duo. Ça a marché? Ouais, ça a bien marché. Qu'est-ce que c'était? Vous vous souvenez de l'air? Oh non, mais je ne veux pas chanter. Oui, je me souviens de l'air. Mais ça a bien marché. Ça m'a terrorisé. Ça, c'était vraiment... c'est beaucoup plus facile. C'était une idée bizarre quand même, non? Beaucoup plus facile de traverser l'Atlantique pour moi que de me retrouver à chanter ma petite chanson devant tout le monde. C'était... Vous vous souvenez du titre, non? Ça s'appelait Flo. Ben oui, forcément. Quelle était, demande Madame Royer, Donfleur, la particularité des dracars des Vikings? Ils avaient le fond plat. Ils avaient une tête de dragon. Ils avaient des rames, il y avait beaucoup de rameurs. Oui, mais dans l'esthétique générale... Ils pouvaient remonter les fleuves, ils étaient aussi bien sur mer. Ils avaient une figure de proue. Ils avaient la forme d'un dragon. Ils avaient le fond plat. Alors, attendez, il s'agit de la proue. Ils naviguaient à la voile et à la rame. Bon, il s'agit de la proue. C'était des dragons, qui avaient un kraken en général. Il y avait une sculpture à l'avant. Avant d'entrer dans le détail de l'ornement de la proue, il y avait une différence qui ne pouvait pas échapper. Il y avait deux proues. Ils pouvaient aller partir d'un côté comme de l'autre. Ils avaient deux dragons de chaque côté. Exactement. La proue et la poupe étaient identiques. Quand j'avance, tu recules, comment veux-tu? Comment veux-tu, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Donc il faisait marche arrière. Bonne réponse d'Éric Legérias.
Avant de retrouver la suite des grosses têtes de l'été en compagnie de Philippe Bouvard, n'oubliez pas les prochaines informations sur RTL. Elles auront lieu à 17h avec Pierrick Lieben. Donc, les grosses têtes de l'été continuent. Amanda Lear, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Éric Logérias, Jean-Pierre Coff et Florence Artaud. Question de Monsieur Scran. Quel est l'ancien nom du cap de Bonne-Espérance ? Le cap des tempêtes. Le cap des tempêtes. Eh oui, c'est Perroni qui a trouvé. Ah, oui, mais il est passé par là. Tu l'as doublé ? Non. Au cinéma, tu n'as pas doublé le cap de Bonne-Espérance. Question de Madame Potiez. Quelle île est-elle surnommée l'île de la désolation ? Clipperton. Non. L'île de Pâques. Enfin, attendez, peut-être que Clipperton fait partie de ces îles-là. Mais d'une façon plus générique, c'est les... C'est un archipel. Les Creusets, non ? D'ailleurs, ça porte un nom très breton, celui de... Les Kerguelen. Ah, les Kerguelen. Ah oui, donc pas Clipperton. D'ailleurs, le comte de Kerguelen qui avait découvert les Kerguelen, à cette époque, tous les bateaux, il y avait beaucoup de bateaux français qui étaient basés à La Réunion et qui partaient à la découverte des îles, de nouveaux continents, etc. Et en général, ils avaient un nouvel armement de bateaux quand ils avaient découvert des îles paradisiaques comme la Polynésie, etc. Et le comte de Kerguelen, quand il est revenu en disant « Oh, j'ai découvert des îles de folie avec des gonzesses magnifiques, des cocotiers partout, un vrai paradis. » Donc on lui a redonné, on s'apprêtait à lui redonner un armement de bateau. Entre-temps, il y avait un autre petit jeune qui était passé par là en disant « Non, c'est pas du tout le cas, c'est un truc immonde, il y a personne, il y a que des oiseaux de malheur et des phoques, il neige les 3/4 du temps. » Et il a été envoyé quasiment au fer, à Madagascar, s'occuper, en punition jusqu'à la fin de sa vie. Question de Madame Potiez. Comment appelle-t-on l'ensemble des accessoires qui servent au réglage du gréement sur un voilier ? L'accastillage. L'accastillage. Ah ben monsieur, vous faites de la voile ? Oui. C'est normal que vous n'êtes pas seulement à vapeur. Non mais tu... Non. Voilà. C'est normal, Eric, tu joues Panis ? Oui, non, je jouais. Panis, c'était Monsieur Brun, mais Panis était maître d'accastillage, oui, sur le port de Marseille. Enfin, que de belles pages dans ce livre qui sont à la fois humaines, poétiques et d'autres qui sont désespérées parce que plusieurs fois pendant une course, vous pensez que tout est fini, hein ? Oui, ça m'est arrivé 2 fois d'avoir vraiment peur. Quand on me demande peur, c'est peur de quoi ? C'est vrai qu'on se fait peur sur nos bateaux et c'est ça qu'on aime d'ailleurs, c'est les frayeurs qu'on peut se faire. Mais peur de mourir, ça m'est arrivé aussi. Et là, ça fait une drôle d'impression. La honte de l'invité d'honneur. Vous vous souvenez ? Ah, c'est terrible. Ça arrive souvent. Terrible. Je ne suis pas du tout physionomiste et j'évite en général de faire ce genre de gaffe. Mais il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de faire des signes à quelqu'un qui était au restaurant à la table d'à côté. Je me suis dit, oh, c'est bizarre, il ne me reconnaît pas. Et puis c'est pas du tout mon genre d'aborder les gens comme ça, mais je suis allé le voir à la fin du repas en lui disant, mais vous vous souvenez pas de moi ? On a pourtant navigué ensemble, je suis venu sur votre bateau à Cuba, je sais pas où. Et au même moment, je me rendais compte que je le confondais avec une autre personne qui lui ressemblait pas mal, mais qui en plus était décédée. Alors là, j'ai eu envie il a rien compris en plus. Je me suis liquéfié. Oui. La honte de ma vie. Ah ben, très souvent, quand on croit reconnaître quelqu'un et que c'est pas lui, il vaut mieux pas reconnaître du tout. Hein, il vaut mieux pas être familier du genre. Alors grand con. Alors ça c'était. Faut y aller prudemment. Il y a un autre moment de honte. Mon ami Dazu qui un jour dans un restaurant devant moi a cru reconnaître un mec chauve. Il est allé derrière lui et lui a posé un gros baiser sur le bout du crâne et c'était pas lui. Et ben ça l'a croyez-moi, le mec, ça l'a surpris. La dernière citation vient d'Honfleur, où gîte Madame Royer, qui a dit, et c'est une jolie phrase, « Les passions sont les vents qui enflent les voiles du navire, elles le submergent quelquefois, mais sans elles, il ne pourrait voguer. » Madame de Staël. Alors, c'est en tout cas cette époque-là, je pense qu'ils ont dû se connaître, encore que Madame de Staël a connu davantage Chateaubriand que l'auteur, que l'auteur de ce... C'est Lamartine.
Ah non, voilà, Martine, lui, c'était plutôt le lac que l'océan. Le lac, c'est tout. C'est un homme ou une femme? Alors, c'est un homme. Inutile de vous dire qu'il est disparu complètement. Dumont d'Urville? Non, il naviguait pas. Il naviguait parfois en eau trouble, mais c'était un grand esprit, un grand écrivain. Voltaire. C'était Voltaire. Excellente réponse d'Amandalire. Et l'histoire du jour va être confiée à Éric Logérias. Elle a été adressée par Monsieur Roger d'Argentan. Deux amis de longue date se rencontrent. Bonjour François, ça fait au moins 5 ans que je t'ai pas vu. Qu'est-ce que vous devenez, toi et ta femme? Oh, tu sais combien je l'aimais. Pour lui prouver mon amour, j'ai décidé de traverser à pied le désert de Gobi. Ensuite, j'ai traversé le détroit de Bering en planche à voile. Et j'ai descendu le Nil à la nage. Et puis, elle a demandé le divorce. Oh, bon, et pour quel motif? Parce que j'étais jamais à la maison. Jusqu'à 18h sur RTL, les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard et une deuxième invitée d'honneur, grandeur nature. Mère, depuis qu'elle a quitté l'océan, Maude Fontenoy élève dans une maison écolo un bébé écolo et elle ne rame plus que sur la terre ferme. Elle confirme qu'elle a refusé le demi-portefeuille de secrétaire d'État à la jeunesse parce que le Nicolas qui lui a montré le chemin de la sagesse se nomme Hulot et pas Sarkozy. Elle déclare se contenter de ses titres d'ambassadrice du défi de la Terre et de vice-présidente du Conseil national du littoral. Elle évoque les moyens de la fondation qu'elle a créée, la voiture hybride à bord de laquelle elle se félicite de rouler, la maison intelligente qui est la sienne, la montée des océans et la disparition des poissons, avant de nous conseiller, toujours pour sauver la planète, 60 gestes quotidiens au nombre desquels la fermeture du robinet d'eau pendant que nous nous brossons les dents, le renoncement au sèche-linge, le remplacement de l'eau de Javel par l'eau oxygénée et la récupération de l'eau de pluie. Enfin, comme Florence Artaud, elle ne veut plus entendre parler de mariage. Asseyez-vous, Maude Fontenoy, et puis c'est un rituel qui ne doit pas vous effrayer. Vous voici placé en garde à oui. Quel est le Nicolas qui vous a montré le chemin de la sagesse? Sarkozy ou Hulot? Ce sera plutôt Hulot. Plutôt Hulot. Est-ce qu'il suffit de 60 gestes quotidiens pour sauver la planète? Il suffit déjà de s'intéresser à ce qui se passe actuellement, de comprendre qu'on ne peut plus reculer sur une autre façon d'agir et de consommer. 60 gestes, c'est un début, oui. Si nous ne fermons pas l'eau pendant que nous nous brossons les dents, sommes-nous à contre-courant de ce qu'il faut faire? Non, c'est vrai que la pénurie d'eau, moi, c'est quelque chose qui me touche parce que quand j'étais en mer, quand j'ai traversé à la rame, il y a mon désalinisateur, donc la machine fabrique de l'eau, est tombée en panne. Il y a eu une période où j'ai dû boire mon urine, boire de l'eau de mer. Sur les bons conseils d'Alain Bombard, qui avait quand même mauvaise mine quand il est arrivé. Et oui, mais il faut dire que lui, il avait aussi le canot pneumatique à colmater avec le meilleur de lui-même. Hein. Bon, ce que vous n'avez pas fait. Exactement. J'ai donc réparé mon désalinisateur. Moi, je l'ai fait, mais en pensant à elle. Oh non. C'est d'un goût. Alors ce jour-là, vous avez compris que... Je vais vous emmener en mer, vous allez voir. Que l'eau était rare, en dépit des océans qui couvrent les 9/10 du globe. Complètement, il y a énormément d'eau partout, mais on n'utilise qu'un très très faible pourcentage, 2-3%. Et aujourd'hui, on va peut-être aller vers une pénurie d'eau, donc il va falloir faire très attention. C'est dû à quoi? C'est dû à la pollution, notamment de l'eau, et à notre surconsommation. Quand je me lave les dents, mais je le fais depuis hier maintenant, depuis que j'ai lu votre bouquin, quand je lave les dents, ben, je ne fais pas couler l'eau du tout. Voilà. Ce qui fait que j'ai du dentifrice dans la bouche toute la journée. Non mais...
Non mais attendez, mais nous faisions ça, puisque quand on était petits, on se lavait bien avec un verre d'eau. Et on avait un verre à côté, un gobelet. Voilà, avec son nom marqué dessus. On nous l'apprenait, c'est simplement qu'on a oublié des gestes très très simples. C'est-à-dire qu'on a tendance, elle a raison, Maud, à laisser couler l'eau. Oui, depuis quelques années. Alors qu'avant, quand on était petits, on nous avait enseigné le contraire. Économisons l'eau que Borloo a lancé et il donne l'exemple. Oui. Est-ce que vous avez vraiment failli être secrétaire d'État à la jeunesse? Oh, mais c'est un sujet qui vous intéresse. Personne lâche le morceau là-dessus. Je vous trouve très persévérant et je pense qu'à mon avis, en tant que rameur sur mon bateau, vous sauriez aller loin. Ah, on va être 2 déjà, Philippe. Hein. Pas mal pour me tenir chaud. Vous n'avez pas répondu, mais en fait, on connaît la réponse, quoi. Ah bon, tant mieux. On connaît la réponse. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. La question, alors. Vous n'avez pas donné suite à une proposition du président qui était honnête, hein. Peut-être parce que le portefeuille était moins intéressant que votre porte-monnaie? Non, en fait, aujourd'hui, vous le savez, hein, je combats vraiment pour cette sauvegarde des océans que je commence à bien connaître. J'ai créé ma fondation et c'est ce que je souhaitais faire quand je suis rentrée de mon tour du monde. Et je crois qu'il y a différentes façons de faire avancer les choses et de faire, d'apporter sa pierre, en tous les cas, de faire avancer le schmilblick. Et moi, c'était le cas de l'action envers la jeune génération, mes visites dans les écoles. Est-ce qu'il est plus gratifiant d'être ambassadrice du défi de la Terre et vice-présidente du Conservatoire national du littoral? Dites donc, ça fait une sacrée carte de visite, hein. Je ne sais pas si c'est une question de gratifiant ou pas, c'est une question de se sentir là où on est censé être, où on peut être le plus utile. Maud a compris que c'était pas au gouvernement qu'on pouvait faire avancer les choses, et puis c'est tout. D'une façon différente. Pas folle, la guêpe. Savez-vous combien de kilomètres sépare le Grenelle de la mer du littoral le plus proche? Non, je pense que ça fait 180 km, parce qu'à part le Tréport, je vois rien de plus près. Paris-Plage. Aujourd'hui, il y a le Grenelle de la mer, et alors justement, il faut parler de la semaine de la mer, dont je suis la porte-parole. Du 8, la fête des mers, dimanche prochain. Il y a aussi la fête des mers. Oui. Et la semaine de la mer, ça commence juste le lendemain, le 8. Le 8, c'est la journée mondiale des océans, partout à travers le monde. Et dans 70 pays, on va faire la fête pour essayer de mieux comprendre ces 3/4 du globe. Et en France, Jean-Louis Borloo a lancé du 8 au 14. Alors tout le monde va ouvrir ses portes, que ça soit les scientifiques comme l'Ifremer. Et les sous-marins aussi. Les bateaux de la marine nationale vont ouvrir leurs portes. Journée porte ouverte dans les sous-marins. J'en rêvais depuis des années, ça. Ça, depuis des années, j'en rêvais. Pourquoi vivez-vous à Marseille? Parce que mon bateau y est au Vieux-Port de Marseille. Oui. Et ça y est, je sens la blague. Non, oui, rien dit. C'était Gaston de Fer, le Vieux-Port, et aujourd'hui, non. Le Vieux-Port, c'est pas le vieux cochon, c'est bien. Vous vivez sur votre bateau? Est-il sain pour votre fils de ne lui donner un bain qu'1 jour sur 2 seulement? Alors ça, c'était quand j'ai traversé il y a quelques mois l'Atlantique avec lui. J'ai emmené le bateau de Marseille jusqu'à Fort-de-France en Martinique pendant 1 mois de navigation pour emmener là-bas des enfants. Il y avait tout un programme et on a emmené près de 150 enfants découvrir le milieu marin, le sanctuaire des cétacés qui est concrétisé sur zone. Et j'ai emmené le bébé et qui avait 7 mois. Et forcément, en mer, on a une pénurie d'eau, comme on en aura peut-être un jour sur Terre, et donc il fallait économiser, donc on prenait le bain avec de l'eau douce, de l'eau non salée, que tous les 2 jours, et ça s'est très 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 bien passé. Et est-ce que vous utilisiez des couches lavables? Alors j'avoue que sur mon bateau, j'utilise des couches en produits biodégradables, mais pas de couches lavables, parce que forcément j'ai un problème d'eau. Le grand large pour vous, c'est la pleine mer ou un homme bien baraqué? La pleine mer, bien sûr. La pleine mer. Pourquoi pas les deux? Pourquoi refusez-vous de vous marier? Ah, je refuse. Ben pourquoi? Vous aviez une proposition à me faire et là vous non, êtes tout d'un absolument coup, pas. Non, non, mais faut me dire. Hein. Mais je suppose que, justement, les offres ne vous manquent pas. Oh, vous pensez? Oh, mais oui. Et que jusqu'à présent, oui. Il y a un papa. Mais voilà, vous voyez. Est-ce qu'il est écolo, le papa de Maë? C'est pas gagné, hein. Mais voilà, les premiers à convaincre en général, c'est souvent son entourage. Il est plus écolo que collant. Je dirais l'inverse. Il y a du travail à faire chez tout le monde. Ouais. Dernière question de votre garde à oui. Est-ce qu'il faut inscrire le cassoulet sur la liste des aliments à effet de serre? Philippe. Ah bah non, mais attendez, j'ai l'air de galéger, mais tout le monde sait que les flatulences bovines ou humaines sont dangereuses pour la planète. Et d'ailleurs, je crois que ça fait partie d'un des thèmes du film Home, hein, qui verra le jour sur les écrans le 5 juin. C'était le 2 juin dans le grand studio de RTL. Marianne James, Jean Amadou, Bernard Mabille, Éric Legérias, Pierre Bellemare et Philippe Bouvard recevaient Maud Fontenoy.
Alors, vous savez que nous avons un marin ici, enfin un ancien marin, la personne de Pierre Bellemare. Vous avez beaucoup voyagé. J'ai traversé la France, en effet, oui, par les rivières et les canaux. T'as dématé beaucoup. Je conseille cette promenade parce qu'elle est très belle. Passer sous les ponts. Mais avant, il avait beaucoup maté. C'était très difficile parce que, en effet, par exemple, le canal du Midi a été très longtemps sans être dragué. Donc, pour qu'il y ait suffisamment d'eau, on montait sans arrêt le niveau de l'eau. C'est bien qu'on ne passait plus sous les ponts, en effet. Moi, c'est le canal de Lurette qui n'a pas été dragué depuis longtemps. Mais non, qu'est-ce qui se passe là? Monsieur Logérias. Je suis désolé. Nous avons la chance d'avoir un pays qui a On de prend pas nombreux ça comme canaux, une c'est mauvaise magnifique plaisanterie, promenade. mais comme un cri de désespoir. Oui, absolument. Non, comme un appel au secours, surtout. Oui. Mais pourquoi t'es tout seul? Qu'est-ce qui se Non, passe? mais si vous voulez reconstituer le rythme du voyage tel qu'il était au 19e siècle, quand il y avait le cheval pour nous transporter, les canaux, c'est l'idéal, puisque vous ne pouvez pas dépasser 5 à 6 km/h. Donc, c'est tout à fait parfait. On ne parle pas en eux, je le rappelle, sur les voies 5 km, mais quand on marche, 5 km/h. Autant y aller à pied. Oui, mais c'est très très agréable. C'est très très agréable de voir défiler Quand vous lentement le ramiez, paysage. vous faisiez quel kilométrage en 1 heure? 3 nœuds. 3 3 nœuds. nœuds, c'est Même moi, le double en kilomètres. c'est Comme ça. la grande Lulu. 1,7 km. Oui, c'était également 5 km. Vous auriez pu nous environ épargner double. ça. Excusez-le, madame. Écoutez, Non, mais elle n'a pas compris. 5 km. 5 km. 5-6 km. C'est pas très rapide, surtout quand il y a des courants inverses et qu'on recule. Si la- Et Bachelot qui est en train de ramer actuellement, elle fait combien? On ne sait pas. C'était la cadence des scouts. 6 km/h. Quand on marchait, c'était 6 km/h. 6 km/h, oui. Le scout, c'était il- 6 km/h. Il fallait pas l'embiner. Ah bah hein. non, non, mais bah on non, faisait 6 km dans l'heure, on se reposait un quart d'heure, on repartait. C'est un peu ça, on a hâte C'était ça, d'arriver. c'était la marche des Oui, scouts. mais regardez ce que ça donne Ah, 50 ans voyez, plus tard. hein. 50 ans, vous êtes gentil, 70 ans plus tard plutôt. Respect. Si la mer est notre avenir, qu'est-ce qu'on fiche sur Terre? Ah, je pense qu'on va trouver des solutions parce qu'on a un peu surexploité la Terre aujourd'hui et qu'il y a des solutions d'avenir dans la mer. Alors déjà, il faut savoir que 70% de l'oxygène que l'on respire, que vous respirez là, Philippe, c'est de l'oxygène qui vient d'abord des océans. Elle vient grâce au phytoplancton. C'est un puits de carbone bien plus important que les forêts amazoniennes. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'à cause de l'arrivée massive du dioxyde de carbone, les océans sont en train de s'acidifier à cause de cette absorption, justement. Et le phytoplancton est mis à mal puisqu'il a un squelette en calcaire qui est en train de s'abîmer. Et ça va causer des problèmes, justement, pour l'oxygène dont on parle, dont on a vraiment besoin. Les océans, également, régulent notre climat, nous apportent de la nourriture. Il y a 2 milliards de personnes qui mangent quotidiennement grâce aux océans. Mais en fait, si on peut respirer l'air de la mer ici où nous nous trouvons, pourquoi aller sur le littoral hein? Oui, c'est vrai. Pourquoi y aller? Parce que la mer, il y a aussi cette valeur de rêve et qui a inspiré de nombreux artistes. Et le Conservatoire du littoral, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce qu'il rachète des terrains pour qu'ils deviennent inaliénables, inconstructibles et qu'ils restent du domaine public. Donc on peut aller les visiter partout quand on est en vacances. C'est des sites préservés. Alors il faut respecter les sentiers côtiers, essayer de s'informer un petit peu. Mais c'est une biodiversité qui est, grâce à ce conservatoire, sauvée. Vous pouvez pas en parler aux Espagnols et qui rachètent un peu toute la Costa Brava, qui détruisent toutes les merdes qu'ils ont construites pendant les années 70? On a bien fait du béton aussi chez nous. On va peut-être balayer chez nous d'abord. On va peut-être balayer chez nous d'abord. Le bétonnage de la Côte d'Azur. 2500 habitants par kilomètre carré sur la Côte d'Azur. 2500. Ah bon? Énorme. Philippe, vous vous rendez compte, Philippe? C'est à cause de vous. Franchement, c'est vous un peu. C'est vous un peu, hein, quand même. Oui. Il se fait tout petit, Oui, j'ai pas de mal. Non, vous dites ça parce que vous êtes loin. On est 11 habitants kilomètre carré, c'est pas beaucoup. Si le poisson... Ah ben oui, ben vous, tout en chambre d'hôte. Ah oui, il a tout acheté, c'est pour ça qu'il n'y a plus personne. Dans quel pays? Où ça? Si un jour le poisson vient à manquer, bon, c'est une hypothèse qui est de plus en plus crédible. 75% des stocks de poissons au niveau mondial sont aujourd'hui surexploités. C'est les chiffres de l'Ifremer. Alors par quoi le remplacera-t-on? On va probablement faire de l'aquaculture qu'on va essayer de rendre la plus biologique possible, c'est-à-dire en évitant de dégrader le milieu naturel. Et on va probablement manger des céréales et probablement des algues. Et c'est là où la mer est aussi une solution. Sauf que le poisson d'élevage est moins bon, moins goûteux que le poisson ça dépend sauvage. probablement comment il a été élevé. Mais pour en revenir aux algues... Moi j'ai un poisson bien élevé, quand on le découpe il dit rien. Hein. Non, attention. Vous ne mangez plus que du saumon d'élevage, pour prendre cet exemple. Ah oui, c'est que ça. Je mange plus de saumon. Il n'y a plus de saumon sauvage, quasiment. Bon. Et le loup est de plus en plus élevage. Pour en revenir aux algues, Philippe, Mais vous n'avez jamais vu le loup. Pardon? Non. Elle a vu le bar, mais elle n'a pas vu le bar, qui n'est pas pareil. Vous saviez probablement, Philippe, que les algues dont on parle, c'est notamment la spiruline. Et c'est 1%, donc 1 gramme pour 100 grammes de protéines animales.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir réalimenter la population mondiale grâce aux algues quand on n'aura plus suffisamment de protéines animales. C'est bien ça. Ce sera les solutions d'avenir qu'on trouve dans l'océan. Un bouquet d'algues au beurre blanc, ça va. Oui, un cassoulet d'algues, ça va être bon. Je vais gagner un peu d'argent pour mettre du beurre sur mes algues, on dira à ce moment. Au Japon, ils mangent beaucoup d'algues déjà. Alors si avant 2100, le niveau des océans monte de 50 cm, ce qui est une hypothèse 50 tout à 1 mètre, fait crédible. Certains, le GIEC parle de plus. Est-ce que sur le bateau de Pierre Bellemare, sur l'échelle de coupée, il faudra prévoir des barreaux en plus? Il monte avec le bateau. Avec le bateau. Hein. Ah oui, il monte comme... alors c'est pas grave. Philippe vient de découvrir le principe d'Archimède. Non mais ça va être ça la solution finalement. On va tous partir en bateau. 50 cm, ça va, j'aurais encore pied. Mais alors Paris, on sera quoi si ça monte de plus. Si ça monte d'1 mètre, on sera sous l'eau ou pas? T'achètes un studio qui donne sur la mer, t'as la mer qui donne dans le studio dans 10 ans. Les premières îles qui vont être vraiment en mal, c'est les îles des Maldives. Ils sont actuellement en train de racheter des terrains au niveau en Inde pour justement pouvoir aller vivre là-bas quand le niveau aura monté. Question de Madame Laporte-Digne qui a dit: pour qu'un écologiste soit élu président, il faudrait que les arbres votent. Coluche. C'est Coluche. Bravo. Bonne réponse de Mabille. Et la question de Madame Bresson qui a dit: naviguer, c'est accepter les contraintes que l'on a choisies. Et c'est un privilège, car la plupart des humains subissent les obligations que la vie leur a imposées. Ouh là là, c'est faux. Degnaud? Jean-François Degnaud, oui. Non, alors c'est sans doute sa plus longue phrase. Nelson. Tabarly. Tabarly. Oui. Bonne réponse d'Éric Logérias. Alors voici donc des livres qui paraissent, car il y en a deux. Hein. Ma maison écolo. En fait, c'est une petite série de petits livres, de petits guides qui sort aux éditions du Chêne. Il y a 2 autres exemplaires qui sortiront au mois de septembre, qui s'appellent Mes océans écolos et Mon école écolo. Et c'est une façon de faire comprendre à tout un chacun que, bien évidemment, on traverse un océan coup de drame après coup de drame, et donc que ça sera geste après geste qu'on pourra tenter au moins de dire que j'ai essayé d'améliorer un peu. Mais j'ai noté d'abord que on pouvait vivre heureux sans machine à café et sans lingette. Alors, la machine à café, parce que c'est plein de dosettes et qu'il faut essayer d'économiser justement l'aluminium, tous ces déchets. Vous savez qu'on produit près de 360 kilos de déchets par personne et par an, ce qui est considérable. Et dans ces déchets, 50% c'est que des emballages. Si vous voyez ma voiture pour l'instant, là, oh là 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 là. Le coffre est plein. 50% d'emballage. J'éteins complètement mes appareils électriques depuis que je vous ai lu. Voilà, exactement. Vous éteignez la télévision, le magnétoscope, la chaîne IFI. Ah oui, pas laisser la veilleuse. Moi, il y a des copains qui nous disent que c'est complètement stupide, que ça dépense rien. On leur dit si, ça dépense. Ça dépense ou pas, oui. Près de 500 kWh par an, ce qui équivaut à la consommation d'un réfrigérateur. Et en plus, alors on le sait récemment, on l'a établi, il y a des ondes peut-être nocives qui sont diffusées quand les appareils sont à l'état de veille. Alors ça, c'est des études qui sont en cours. Moi, je sais qu'il y a également des plantes qui, soi-disant, seraient absorptrices de certaines ondes et qu'on pourrait mettre dans les yuccas et tout ça. Oui, vraiment. Voilà. Les plantes vertes. La plante des pieds, non? Je voudrais maintenant vous faire entendre un document très très précieux. D'abord parce que c'est un document des grosses têtes réalisé dans ce studio, et ensuite parce que ce jour-là, Jean-Yann et Gérard Jugnot nous avaient démontré que l'Amérique n'était pas du tout, mais alors pas du tout, une terre écologique. Ils ont des produits sains, avec des colorants artificiels, qui ne sont pas des saloperies de fruits comme on bouffe ici, des merdes qu'on va chercher à la campagne. Avec des verres. Des machins propres qui sortent des usines et tout. C'est dégoûtant de manger de l'animal mort, du poisson crevé, et des saloperies de poireaux qui sortent de la terre, que c'est plein d'asticots, et tout ce que vous pouvez bouffer comme larves et comme machins qui font leurs besoins sur les légumes et les tomates pleines de saloperies d'escargots qui courent dessus, et je parle pas des animaux qui urinent la nuit pendant que vous dormez dans des maisons de campagne où des cafards courent sous les lits, les araignées font en Amérique tout est synthétique. C'est quand même plus joli, une belle nappe de béton que tous ces trucs avec des herbes pissenlits. Oui, mais là je te pose une question, à quoi ça sert que du croc sur les carcasses? Voilà, c'était une démonstration par l'absurde, hein, vous l'avez compris.
Le 2 juin dernier, Maude Fontenoy était l'invité d'honneur des grosses têtes de Philippe Bouvard pour nous parler de son livre « Ma maison écolo ». Vous prêchez par l'exemple. Et c'est ça qui rend votre personnage à la fois sympathique et efficace. Par exemple, vous avez une voiture hybride. Oui, c'est vrai. On n'a pas le droit de citer une marque quand même, si. La Honda Insight. C'est la deuxième voiture hybride qui existe sur le marché, qui est très bien. Vous avez le droit de la citer si vraiment vous l'avez achetée dans de bonnes conditions. Mais autrement, non. C'est la moins chère qui existe, mais on attend les voitures électriques, et alors, notamment Bolloré. Est-ce que ça coûte cher d'entretien? Ah ça coûte de rien. Enfin, ça coûte l'entretien normal d'une voiture tous les ans, quoi. Ah oui. Mais ça coûte déjà beaucoup moins cher d'essence, puisque vous faites le plein beaucoup moins souvent, puisque la plupart du temps, quand vous êtes en ville, vous êtes sur l'électrique. Ah bah oui. C'est exceptionnel. Il faut avoir des rallonges. Bon. Alors en fait sur la hybride ça marche tout seul. C'est vachement bien pour les nanas comme moi qui n'aiment pas faire de la mécanique. Vous voyez, elle se recharge automatiquement, les batteries se vident quand vous êtes en ville et se rechargent avec le thermique quand vous en avez besoin. C'est vachement bien. Alors que quand on passera aux voitures électriques, notamment avec la boule car de Bolloré qu'on attend l'année prochaine, bien sûr là il faudra la charger, mais il y a une autonomie de près de 300 km, donc on aura quand même le temps de se retourner. Oui, mais c'est des petites voitures qui passeront dans l'escalier facilement pour prendre chez soi. Est-ce que l'eau oxygénée rend autant de service que l'eau de Javel? Alors c'est vrai que pour les produits d'entretien, c'est une autre façon d'être un peu écolo. On peut utiliser du bicarbonate de soude, on peut utiliser du vinaigre, on utilise des produits qui sont labellisés et qui au moins n'émanent aucune émanation toxique pour notre propre santé, et puis ça n'abîme pas les sols, ça ne pollue pas l'eau. Ça, c'est très très important pour nous parce que c'est un endroit dont on parle souvent. Ah oui. Comment réduire la consommation d'eau dans les toilettes? Alors, vous avez votre idée là-dessus, j'imagine, Philippe. Comment est-ce que ça se passe chez vous? Écoutez, vous avez une toilette sèche au j'ouvre la jardin. porte, je m'assois, et puis quand c'est fini, je tire la chasse, mais c'est là que le problème commence. Et voilà, vous avez forcément une chasse d'eau double débit pour éviter de consommer 6 litres d'eau quand vous pourriez en consommer que 3. Mais c'est encore trop. Il faut mettre une brique c'est probablement dans le réservoir. Voilà. Mais ou une bouteille d'eau d'un litre et demi pleine dans le réservoir, comme ça vous gagnez 1,5 litre. Et c'est mieux que l'histoire de la brique, parce que la brique, elle s'effrite et ça finit par c'est la brique belge qui s'effrite. Non mais de toute façon c'est beaucoup trop d'eau. De toute façon c'est beaucoup. Moi je mets ma morue à dessaler, mais bon. Oui, ça, on faisait ça autrefois. C'est bien. Mettez la morue à dessaler. Et vous pourriez peut-être imaginer que vous tirez la chasse d'eau un pipi sur 2 peut-être, et pas éventuellement tous les pipis. Je sais pas. Je sens que j'ai une adepte là. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais nous avons eu ici, il y a quelques mois, Eric Orsena, qui a écrit un très beau bouquin sur l'eau, et qui nous a expliqué que ça ne servait absolument à rien, que c'était de la foutaise de raconter qu'il fallait économiser de l'eau dans nos pays où il y a de l'eau, que c'était un problème à l'étranger, mais que les litres d'eau qu'on économise ici n'iront pas dans le Sahel, ni au Niger, ni au Mali, et que donc c'était du gadget, et que c'était de la... branlette d'écolo. Voilà. Je voulais le dire. Non, je pense que sincèrement pour lui répondre. Alors que ce soit de l'éducation, d'accord, mais effectivement ça ne sert à rien du tout. Non mais c'est un petit peu comme quand vous apprenez à vos enfants à terminer son assiette. Terminer ou pas son steak haché, ça va pas donner à bouffer aux Africains qui sont en train de mourir de faim. Il y a un enfant africain qui meurt de faim toutes les 5 secondes. Oui. Toutes les 5 secondes. Oui. Est-ce que ça changera quelque chose si vous terminez ou non votre steak haché? Non. Mais je pense que c'est un minimum de décence et de dignité pour lui. Notamment, et l'eau, c'est pareil. Quant à Eric Orsena, je le connais bien et je sais la part importante qu'il prend dans le Grenelle de la mer. Et c'est un vrai combat. Il a fait un ouvrage magistral sur l'eau. Oui, magistral. Moi, mais si on prend par exemple systématiquement un régime constipant, on a. Écoutez, j'imagine. Oui, non, mais imaginez. Nous, on préfère pas imaginer, mais vraiment. Riz chocolat tous les jours, c'est ça. Qu'est-ce que vous entendez par là? Attendez, je ne vois pas ce que vous j'entends dire. pas grand-chose. Oui, non, c'est très rare. L'écoute est très faible dans ce coin-là, c'est vrai. Évidemment, vous êtes une femme de la mer, une vraie sirène, et ça, c'est un personnage qui va vous coller longtemps à la peau. Et c'est un joli personnage d'ailleurs. Mais je voudrais vous faire entendre, parce que nous, qui n'avons pas bourlingué comme vous, on était très curieux de savoir ce qu'était la mer, la mer toujours recommencer. On l'a demandé un jour à Olivier de Kersauzon et voici sa réponse.
Il n'y a plus de mer, c'est une immense étendue en plastique. La mer, on l'a gardée que sur les côtes pour que les gens croient que ça existe encore, mais dès qu'on s'éloigne d'une trentaine de kilomètres, c'est entièrement recouvert en plastique. Ça fait comme dans les pelouses, les gazons en plastique, c'est pas ouais, enfin, c'est du plastique au large des côtes françaises, mais dès qu'on arrive sur la côte américaine, ils mettent du béton à la place. Bon, là, on change les pneus du bateau pour passer. Il y a des zones de détour, des zones de parking. L'autre jour, j'étais sur un parking, on était une trentaine de navigateurs, comme ça. On était bloqués parce qu'il y avait un écoulement de plastique au haut d'une vague artificielle. C'est une vague qui a été construite par les soviétiques en 76, hein, et dont toute la partie inférieure s'écroulait. Tout le côté électronique de la vague s'écroulait, hein, parce que le béton restait, mais il n'y avait plus d'électronique, donc elle bougeait plus, elle était coincée dans le mauvais sens. Donc on ne pouvait plus la prendre, parce que sinon, vous avez des vagues en béton qui bougent, hein, et c'est préprogrammé. C'est-à-dire que vous avez un programmateur de vagues à l'avant du bateau, et vous arrivez, le béton se lève, hop, ça secoue et on descend. T'as pas le mal du béton? On a le mal du béton parfois, ouais. Et l'autre jour, c'était le trafic était interrompu parce qu'il y avait une vraie mouette qui s'était égarée sur l'océan. Je crois qu'il s'est payé un peu notre tête ce jour-là. Une vision de cauchemar, en tout cas. Ah oui. Non, mais il sait le dire, il le racontait avec beaucoup d'humour, mais c'est certain qu'on a des continents entiers de déchets, notamment au large du Pacifique, avec malheureusement, à vue d'œil, au pied du navigateur, des bouts de plastique, des bouteilles, des sacs, parce que 80% de la pollution marine, elle vient de la terre. Donc ça commence là, pendant nos vacances, sur la plage, à essayer de faire un peu plus attention, à pas laisser aller les papiers dans la mer. Ramenez vos belles-mères, les laissez pas dans la flotte. Les navigateurs, franchement, ils dégazent pas, ils laissent pas toutes leurs ordures. Vous êtes sûr que tous les petits bateaux, les touristes, non, etc. parce qu'on part avec très 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 peu de choses et que bien évidemment on fait très attention. Maintenant, bien sûr qu'il y a les dégazages sauvages. 8 dégazages sur 10 sont sauvages, volontaires. C'est-à-dire que les mecs, ils ont pour faire des économies larguer tous les stages. Ça représente sur la Méditerranée, que je commence à bien connaître, 70 Erika par an de déballastage. Donc imaginez la tête de cette petite mer fermée. J'ai vu sur un paquebot balancer les sacs poubelles en plastique. Alors j'espère que ça ne se fait plus. J'espère que ça ne se fait plus aujourd'hui. Moi j'ai vu il n'y a pas longtemps aussi. Parce qu'on est en train de dégrader encore une fois des solutions et notre garde-manger. Mais maintenant, pour les croisières, j'ai vu qu'ils prenaient les précautions. Ils embarquent des cercueils maintenant. Oui. Et ils balancent les vieux. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Comment vous récupérez-vous l'eau de pluie? Parce que moi, j'y suis jamais arrivé. Vous faites du bateau? Non, mais parce que l'eau de sa pluie, baignoire, on peut la récupérer partout. Oui, on peut la récupérer partout avec une gouttière et avec tout simplement un bidon, et on s'en sert pour laver sa voiture par exemple, ou pour arroser ses plantes. Oui, mais attendez, dans la vie quotidienne, quand on habite Paris, c'est pas commode, là. Faut mettre une bassine sur le balcon. On habite dans un appart et en général, on n'a pas de grand jardin arrosé. Hein. Non, mais on peut quand même récupérer l'eau de pluie. Dieu sait qu'il y en a eu. Sur son balcon, oui, c'est vrai. Oui, mais les gens, mais les gens, il y a beaucoup de gens qui enterrent des cuves, des citernes qui sont vendues pour très peu cher maintenant. Alors elles sont en plastique, bien évidemment, mais vous les enterrez dans les terrains et la première eau, vous la laissez filer, celle du toit, bêtement, de vos goulettes là, et toute l'eau qui arrive après, vous remplissez par cuve de 500 ou de 1000 litres, 2-3 dans le jardin, et votre mois d'août, si vous l'arrosez votre jardin, vous avez de l'eau. Voilà, quand les gens se plaignent dans le sud-est de la France de ne pas avoir d'eau, ils n'arrêtent pas d'avoir un printemps pluvieux ou au moins un mois de novembre ou un mois de décembre pluvieux. Ils récupèrent l'eau là qui les attend patiemment, et au mois d'août, ils ont de l'eau. Et ça, les gens n'y pensent pas. Or, les cubes sont vraiment abordables maintenant. Hein. On les trouve chez énormément de grossistes et elles s'enterrent dans les terrains. Et moi, j'ai fait un voyage merveilleux il n'y a pas longtemps. Juste une anecdote, Maud. Et en Indonésie, chez les Bajau, les nomades des mers. Et la dame qui m'accueillait dans ce village en pilotis, etc., je ne savais pas comment me baigner chez eux, me laver, simplement être propre, puisqu'il n'y a ni latrine, ni commodité, rien et tout. Bah, si c'est sur pilotis, hein, bon. Eh ben, vous descendez dans l'eau, mais à l'eau salée, je vous jure, même eux ne se lavent pas à l'eau salée. La première eau peut-être mise rince à l'eau douce. Eh ben, dès qu'il pleut, parce qu'il fait 45 degrés sous l'équateur, beaucoup d'évaporation d'eau, donc tous les soirs, il y a de la pluie. Eh ben, il y a des bassines le long des toits en palme, les bassines se remplissent d'eau, bon, il pleut à 21h, tout le monde sort à 21h, se savonne sous la flotte. Oh, donnez-moi l'adresse pour mes prochaines vacances. Ah non, mais je vous jure, à 2 du mat, à 2h dans la nuit, on entendait la mousson tomber, la dame chez qui j'étais me réveillait, elle tapait sur la boîte du savon, exactement, pour me dire en indonésien, en Bajau, c'est maintenant...
Non, mais elle était. Dis-le doucement, vas-y. Doucement. À peu près ça. Exactement. Oui. On va te laver le cul, non, ça rien. Et je la suivais, elle me savonnait, c'est tout en sarong, etc. On se savonnait à 1h du matin parce que c'était le moment, puisque le ciel l'offrait. Si t'as pas de baignoire et de trucs, tu te baignais là, quoi. Enfin, de l'eau douce. Pas d'eau, en plein milieu de l'océan de la mer des Bangaï. Bon, mais moi, je l'ai vécu, mais je m'en doutais un peu que ça allait se passer comme ça. Mais vraiment, de l'eau, il y en a. Est-ce que vous on la laisse filer. On en a de l'eau. Elle tombe du ciel. Oui. Mais ta crasse pollue la mer. Ma crasse? Tu veux dire mes cellules mortes de ce corps sublime? De ce corps que tu as encore embrassé pendant toute la nuit, que tu as caressé? Moi, je ne crois pas à ça. Comment tu peux me faire l'amour comme tu me le fais toute la nuit et arriver après à l'émission et te la péter et m'ignorer comme tu le fais depuis 1 heure? Tu dois te bourrer, c'est pas moi. Bon, mettons un point final, mais provisoire. Mon filou. En disant qu'il n'y a pas que l'Europe qui est un continent et le climat qui est pluvieux. Voilà. Comment faites-vous votre compost? Avec un composteur. Et vous la mettez comme dans les gares, alors. Non, mais on peut ou mettre ça tout simplement dans un bac, encore un bac, mais ça peut être un bac en bois. Mais au moi, fond j'ai de ton pas de jardin. bac, alors Ou tu comment peux faire? acheter un composteur dans les grandes surfaces, ça je trouve partout, on ne citera pas de nom. Et c'est avec des genres de tiroirs, tu mets tout, les essuie-tout, les sachets de thé, les trucs de fruits, les pelures, bref. Et il y a des verres, des lombriques, et qui fabriquent un terreau qui sera je mets mes lombriques dans le tiroir. Combien de mois il faut pour arriver à un terreau? Combien de mois il faut? En fait, ça se dégrade tout seul. C'est-à-dire que les lombriques qui font leur boulot et après ça tombe et ça, on vous en servait après pour faire pousser vos tomates dans votre je me jardin. suis coincé le lombric dans le tiroir. Et vous criez « Allez les verts !» Tenez, en allant à la page des grosses têtes sur rtl.fr, vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission. C'est en haut, juste à droite de la page des grosses têtes sur rtl.fr. Peut-être d'ailleurs retrouverez-vous celle d'aujourd'hui, l'émission datée du 2 juin dernier. Maude Fontenoy était l'invité de Philippe Bouvard. Question de Madame Toulousian. En Haïti, que désigne-t-on par l'expression « Dieu seul me voit » ? Des toilettes. Non. Mais rien ne vous empêche de faire ça aux toilettes. Quand on fait l'amour Quand on se masturbe. C'est la masturbation. Oui, Dieu seul me voit. Les jésuites disaient de quoi 5 contre 1. Chacun a sa formule. C'est encore une bonne réponse de Logérias. Question de Monsieur Scran. Pourquoi la carotte a-t-elle été admise au rang de fruit par le Conseil de l'Europe depuis le 1er janvier 1991 ? Elle pousse dans les arbres. Parce qu'elle a des vitamines. Pourquoi? Parce qu'elle fait... On peut faire du jus avec. Elle fait fruit. Parce qu'on peut faire du jus avec. Alors, essayez d'aller un peu plus loin. De la confiture. Ouais. Bonne réponse de Maude Fontenoy et de Pierre Ménard. On peut faire de la confiture avec tout. Je suis désolé de revenir là-dessus, je l'avais dit avant. Mais vous ne me regardez pas et ne m'écoutez pas. Parce que vous l'avez dit avant que je pose la question. Voilà. Donc je ne peux pas l'homologuer. Je suis navré. Et il faut, quand Philippe t'envoie les réponses la veille, il faut discrètement les donner, mais après la question. Je crois que là, en plus, elle a inversé l'ordre. Pourquoi la carotte est-elle considérée comme un la fruit question numéro 4. Oui, elle a répondu la masturbation. Elle a fait la réponse numéro 3. La masturbation Philippe, avec des micro-sauces, vous restiez droit sur votre chaise. Avec Maude, vous êtes tourné vers elle comme la queue d'un petit cochon. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai, Non, vous ça êtes serait plus joli de dire comme un tournesol vers son soleil, non? Ah ben voilà. Voilà. Je retiens l'image. C'est exactement ça. N'empêche que, mais vous ne me regardez plus. Est-ce que vous interdisez à Maë, votre fils, de jouer avec votre portable? Oui, c'est vrai que c'est des conseils qu'on donne dans le petit bouquin Mon bébé écolo. C'est vrai que le téléphone portable, il est déjà, on ne sait pas vraiment, mais peut-être nocif pour nous les humains, mais en tous les cas, on sait que les enfants sont encore plus sensibles aux saisons électromagnétiques, donc il ne faut pas laisser les enfants jouer avec le téléphone ou placer le téléphone à son oreille quand grand-mère appelle. Il faut éviter en général ou mettre le haut-parleur. Il y a une dépêche qui arrive là de Washington. Laisser une télévision allumée en permanence à la maison compromet le développement du langage et de l'intelligence chez les jeunes enfants. Oh bah mince. Toute la journée, ça fait beaucoup peut-être quand même. Hein. Bah oui, mais bon, vous savez... C'est quand même le cas dans 90% des foyers. C'est la nurse qui coûte pas cher, la télé. Ça, oui. Non, si on est aussi intelligent, Philippe, c'est vous et moi et Pierre. Parce qu'on n'a pas connu la télé. Oui. Ah, ça c'est nouveau. C'est en Nouvelle-Zélande. C'est parce que vous n'étiez pas très beau et qu'il fallait bien remplacer ça par l'intelligence et de l'esprit, au moins. Voilà, c'est tout. C'est pour relancer l'industrie automobile. En Nouvelle-Zélande, on offre à tout acheteur d'une voiture une chèvre.
Et pourquoi pas l'inverse d'ailleurs, hein? D'habitude, c'est la voiture qui broute. Non, mais c'est une belle idée de promotion. Cela dit, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fout de la Qu'est-ce chèvre? qu'on en C'est fout ça, la le chèvre? problème. On la met Vous où? me les donnez, j'en élève. Alors ça va. Ah oui? Oui, j'en ai plus d'une trentaine. Oh là là! Tu fais du lait, alors le lait, tu fais des petits pas du fromages tout, de chèvre. Non. Non, il fait Je les des- élève que pour mon plaisir. Mais 30 Ce sont des Pas petites. pas parce que seulement pour votre plaisir, Mais non, mais ce il y a, sont des il y a la petites caserne chèvres. des légionnaires qui est Oui, pas loin. aussi. Parce que 30 pour un seul homme. Et puis c'est pour tondre la pelouse surtout, Oui, tu le dis bien pas. sûr. mais- Tu te fais tondre la pelouse par Bah, 30 chèvres. absolument. Attends, ça Mais bouffe quel- tout, ça tombe pas que la pelouse, ça bouffe tout la chèvre. Hein. Ah non, mais il y a des enclos. Donc, Ah, elles sont pas en liberté. non, elles sont en elles ont un liberté programme, elles sont programmées. Sur Elles 7 savent ce qu'elles hectares, vont ça brouter, fait quand c'est même vaste. Hein, bon. Oh, mais tu es carrément propriétaire terrien, tu es le JR du Périgord. Absolument, oui. Et tu Absolument, sautes oui. toutes tes chèvres alors. Oui, je les saute toutes, sans exception. Oui. Les pauvres Pas jalouse. Moi, je me suis passé l'autre jour dans votre patelin, là. J'ai dit, est-ce que Pierre Bellemare, s'il vous plaît? On m'a dit, notre maître, il est au champ. Non, mais c'est quoi ça? C'est Non, pas exactement l'accent du coin. Hein. Notre maître. Et avant la rentrée, ce sont encore les vacances avec les grosses têtes de l'été. Maud Fontenoy qui venait parler de son livre le 2 juin dernier, Ma maison écolo. Est-ce qu'il existe des petits pots bio pour les bébés? Et oui, il en existe partout, hein, même dans les très grandes surfaces. Aujourd'hui, on a vraiment le choix de consommer autrement. Hein. Vous savez, c'est Coluche qui disait il suffirait que les gens l'achètent plus pour que ça se vende pas. Et c'est vrai que c'est à nous de modifier en réalité la demande pour que l'offre soit différente aujourd'hui. Et je Ils crois sont que très revenir. chers, les petits pots bio. Ils sont C'est quand même beaucoup plus cher. Alors, si vous prenez un petit pot Mettez-vous à la bio place. et un petit pot bio déjà au niveau saveur, c'est très différent. Et c'est vrai qu'on a des fois pas beaucoup le temps de préparer de la vraie bonne petite poupoute à son petit. Et les petits pots bio, c'est une bonne alternative. Mais la carotte et la pomme de terre bio sont quand même beaucoup plus chères. Bah oui. Mais attendez, mais ça, c'est le problème. normal puisque attendez, sur 2 mois de culture, quelqu'un qui travaille pas bio va arriver à près de 100 kilos de produits. Un gars qui travaille vraiment bio, donc il va pas pousser vraiment comme un sagouin à coups d'engrais, il va rester sur 30 ou 40 kilos de produits pour le même produit, que ça soit un porc, que ça soit des courgettes, etc. Donc bien évidemment que le produit est meilleur et beaucoup plus nourrissant. Et au lieu de nous vendre de l'eau, on vend vraiment du produit, vraiment des protéines, vraiment des fibres et surtout vraiment des oligo-éléments. Ouais, sauf que quand tu gagnes 800 € par mois de RSA, tu vas pas acheter des pots bio et t'en as rien à foutre surtout. Non, mais non, c'est pas vrai de dire qu'on n'a rien à foutre. Justement pas, parce qu'aujourd'hui on est tous pas les moyens, en tout cas. conscients qu'il y a un problème de santé publique, que les asthmes, les maladies respiratoires sont en train d'augmenter. Enfin, il y a une vraie pollution générale et qu'on doit préserver notre santé avant toute chose. C'est d'abord à nous qu'on pense. Moi, quand je parle des dauphins et des baleines, ça fait certes rire les enfants. C'est parce c'est à eux que je m'adresse. Mais ça veut dire que c'est avant tout vouloir préserver l'homme, savoir quelle est la planète qu'on veut laisser et celle qu'on veut donner aujourd'hui à nos enfants. Et que peut-être qu'il va falloir juste qu'on apprenne à consommer Vous serez différemment. beaucoup pardonné parce que vous avez dit préserver l'homme. Bon. Bah oui. Question de Madame Cauchois. Quel fut le premier candidat écologiste aux élections présidentielles françaises? René Dumont. René Dumont. René Dumont. Bonne réponse collégiale. Il avait des soupules en polyamide rouge, je me souviens. Ah, polyamide. Ah oui, à col cheminée. Ça sentait bon les soupules. Ça faisait écolo, ça. Hein, Ça les faisait très soupules. écolo, oui. Après, Ça- t'avais Vechter qui avait une moumoute en plastique. Ça fait très écolo. Il l'a toujours d'ailleurs. Très Il est écolo. candidat au mois de juin, là, il l'a toujours. Mais au mois de juin, il fait chaud, il peut l'enlever. Bon, ok, au Puis avec revoir. son compost et des implants, il doit pouvoir faire ça naturellement. Monsieur Bourbin d'Evreux demande quand est-il interdit de pratiquer la pêche sous-marine? Quand il n'y a pas d'eau. Quand il En fait montagne. nuit. Quand il fait nuit. Certaines Alors, saisons. Quand il fait nuit. En fait, la loi dit entre le coucher et le lever. Parce que les poissons, ils font dodo. Et si, Non. les poissons, d'une certaine manière. Mais Non. Alors là, sur ce coup-là, vous m'aurez Si pas. les poissons Les dorment. les poissons se reposent, les murènes, les barracudas, les mérotos. Ils dorment sur un banc. Écoute, moi, j'ai un gendre qui fait de la plongée sous-marine, qui dirige un centre. Il m'a expliqué un truc extraordinaire, qui d'ailleurs a été vérifié. Tu plonges avec une bouteille. Des bouteilles derrière, tu vois, les bouteilles Ah oui, de pas un plongée. poivreau. Les poissons restent là. Les poissons restent là. Si tu plonges à 100 bouteilles, c'est-à-dire qu'avec un harpon, Ouais, ils se cassent. Ils se cassent, ils le savent déjà. Donc, ils savent à quel moment ils peuvent être chassés ou pas chassés. Non, mais Si la tu nuit- plonges avec une bouteille, c'est que t'es sous l'eau. Je retiens cet à peu près. Qui sont, Maud Fontenoy, les locavores? Ah, c'est ceux qui mangent des produits qui sont cultivés, produits localement.
Et alors, ils sont préférables, bien sûr. Bien évidemment, parce que ça évite toute la consommation de transport et autres énergies. Quand on pense que les fraises qu'on mangerait en plein hiver, ça serait, pour 1 kilo de fraises, c'est 5 litres de gasoil le temps qu'elles atterrissent dans votre assiette. Mais attention, on les lave, les fraises, avant. Ça sent pas le gasoil, hein. Non. Mais l'ananas, tout Fais ça. attention. Ouais. Et pour la viande, c'est pareil. Si on la fait venir de l'autre bout du monde, hein. Et c'est ça, un produit qui est labellisé bio, c'est aussi un produit qui a été cultivé localement. Et pour revenir au prix, par exemple, si vous choisissez dans votre étal une pomme bio produite localement, elle est moins chère que la pomme qui se pointe d'Amérique ou d'Afrique du Sud. Et qui est pleine de flotte, cette grosse pomme qui est pleine d'eau. J'ai eu la chance de manger mes petits pois l'autre jour, de mon potager. Les petits pois. Faut toujours un petit pois chez soi. C'est merveilleux. Mais on cultive beaucoup de choses dans son potager, c'est très agréable, ça. Et pour en revenir aux valeurs nutritionnelles, on sait qu'un kiwi bio qui est moins joli qu'un kiwi pas bio parce qu'il est un peu fripé, il faut pas regarder que ça au début, au premier œil, il a beaucoup plus de valeurs nutritionnelles, 40% de plus. Et c'est un peu triste quand on a le kiwi fripé. Parce qu'il faut avoir les mariages des kiwis. Et que personne ne veut plus le consommer, du coup. Oui, heureusement que je suis là. Mais apparemment, il y a plus de vitamines. Alors, on le sait maintenant. Mais ce qui est très dur, c'est de bien obtenir le mariage du kiwi femelle et du kiwi mâle, parce que sans ça, vous n'avez pas de fruits. C'est pas simple. Autre pièce à verser à votre dossier, Maud Fontenoy, c'était la métamorphose complète d'une maison telle que, avant la mode bio, l'avait décrite Jean-Yann. Ça avait été fait en Amérique pour un truc de caméra invisible, avec la complicité d'une bonne femme. C'est-à-dire qu'il avait sa femme et son môme, et il est parti pour 3 jours à Chicago. Et pendant les 3 jours, les mecs sont venus et ils ont mis des arbres de 60 ans à la place des arbres qu'il avait plantés 15 jours avant dans le jardin. Ils ont rouillé la grille, ils ont cassé tout, ils ont mis des planches sur les carreaux, ils ont tout vidé et ils ont mis un machin à vendre. Et le mec, 3 jours plus tard, il arrive avec sa caisse, il arrête devant sa maison, il voit que c'était à vendre. Et il y avait un mec qui était là, alors il sonne, et le mec ouvre, il dit « Ah, vous venez visiter ?» Il dit « Non, je rentre chez moi, chez vous. » Il dit « Oui, je suis Monsieur Smith. » Mais Monsieur Smith est mort il y a 50 ans. Son fils est devenu médecin, il s'est établi à tel endroit et tout. Et sa pauvre femme est morte il y a pas longtemps, il y a 15 mois, dans un hôpital. Et le mec, puis paf, il est tombé. Attaque cardiaque. Qu'est-ce que c'est drôle. Non, mais franchement, c'est horrible cette histoire-là. Non, ça fait mal. Écoutez, surprise, ça avait bien marché avec des choses aussi grosses que ça. Hein. Mais ça marche très bien avec les choses très grosses. Il y avait aussi, avant Marcel Béliveau, il y avait eu la caméra invisible avec ce certain Bellemare et Roulant. Qui est toujours bien marché aussi, oui. Et avec des choses aussi redoutables que celles que vous venez de raconter, puisqu'on avait transformé en quelques secondes une auto-école en une teinturerie. Teinturerie, oui, en teinturerie, là. Et on avait envoyé la dame, la dame qui était à l'auto-école, faire une course à la poste. Et quand elle revient, 10 minutes après, elle cherche son auto-école et elle est devant une teinturerie. Et elle rentre dans la teinturerie, bien sûr, naturellement. Elle dit, mais attendez, où est l'auto-école? On dit, ah non, l'auto-école, même, c'était il y a 20 ans. Nous l'avons racheté. C'est exactement ça. Ce que vous venez de raconter, on l'a fait. Les grosses têtes de l'été jusqu'à 18h avec vous et Philippe Bouvard, Marianne James, Jean Amadou, Bernard Mabille, Éric Legérias, Pierre Bellemare et l'invité d'honneur Maud Fontenoy pour son livre Ma maison écolo. Question de Monsieur Félix de Poitiers. Qu'appelle-t-on la houille bleue? La mer. La mer. Ouais, mais Attendez, c'est plus compliqué La marée, que ça. les usines marémotrices. Les usines marémotrices. oui, Bonne réponse de Jean Amadou. Peut-on les mettre vraiment au pluriel? Voilà encore les énergies de la mer, la marée, les courants, la différence de salinité. Celle de la Rance, c'était la première. Et alors ça marche bien, il y a un futur pour ces usines. C'est en plein développement, là c'était Et ça ne gêne pas les animaux, la reproduction, ils se foutent pas dans les pales des hélices. Non, ils adorent ça, ça les fait beaucoup marrer. Non, les macros, ils passent, ils repassent. C'est comme une espèce d'aqua-boulevard pour eux, quoi. Ça les fait. T'as le macro directement au filet. Oh, t'arpentes, mon petit macro, t'arpentes. Hein, mon petit filou? Oui, ma Marianne. Il y a de l'amour, hein? Ah oui, non, mais ça... C'est ma petite sœur, mais je me sens souvent incestueux. Êtes-vous capable, Maud Fontenoy, en cas d'urgence, de vous arracher des dents?
Ça m'est encore jamais arrivé, mais c'est vrai que la Marine nationale m'avait formé à me recoudre. Techniquement, c'était possible. J'avais un mini hôpital à bord pour pouvoir pallier à tous les problèmes. Comment on fait? Tu sais qu'ils étaient jusqu'à aller à me faire une mâchoire articulée pour au cas où si je m'étais pris la baume dans le visage et que j'avais plus de mâchoire. Non mais c'est un truc de fou. Donc j'ai passé quelques jours de stress avant en envisageant tous les problèmes et finalement au bout du compte je me suis juste cassé 2 doigts et j'ai mis une attelle et fait un bandage. Mais qui est ce navigateur qui s'est recousu la langue? Bertrand de Broc. Ouais, ça c'est formidable. Le coup de sang de l'invité d'honneur. Alors, vous en avez contre les thons. Nous aussi, hein. Mais les vôtres sont rouges, hein. Non, mais c'est vrai que... Je voulais parler du thon rouge parce qu'on parle beaucoup de la pêche en ce moment, mais surtout du thon rouge de Méditerranée. Et une belle initiative, parce que c'est à la fois aussi un petit coup de cœur, parce que c'est celle du prince de Monaco qui a interdit la vente du thon rouge dans les restaurants, dans les supermarchés sur l'État de Monaco. Pourquoi? Parce que dans 3-4 ans, les scientifiques sont tous d'accord, il n'y aura plus de thon rouge. Et alors, le problème, c'est qu'on se dit, oui, mais attention, les pêcheurs, ils visent de ça. Mais oui, mais on pense aussi aux pêcheurs en disant qu'il va falloir limiter aujourd'hui la consommation, parce que c'est ce qui va se passer comme sur les grands bancs de Terre-Neuve, c'est-à-dire qu'on a arrêté de pêcher la morue il y a 20-30 ans, la morue n'est jamais revenue. Même si on a arrêté de pêcher, elle n'est pas revenue parce qu'une autre espèce a pris sa place. Elle est sur la côte maintenant. Ça va être le cas. Ça va être le cas en Méditerranée. Et on la confond souvent avec des thons. C'est dur pour une morue d'être un thon parce qu'elle travaille pas. Bon, donc pensez-y quand vous allez sur vos étals, les poissonneries, essayez de vous informer d'où viennent les poissons, d'essayer de ne pas manger de thon rouge de Méditerranée. Il y a d'autres thons, notamment une thon blanc dans le Pacifique qu'on peut très bien manger. Et puis quand vous allez dans les restaurants de sushi, essayez de leur demander de ne pas vous mettre de thon rouge. C'est ce qu'on fait. Oui. Déjà. Merci Marianne. Nous allons peu dans les restaurants de sushi parce que Jean-Pierre Coff nous l'interdit. Vous chantiez en mer, vous, de temps en temps? Je vous vois venir. Non. Non. Oui, m'est arrivé parfois de murmurer à peine. Quoi? Qu'est-ce que vous murmurez, Il était un petit navire. Voilà, c'est ça. Voilà, ça rameur, ramé. Voilà. Maman, les petits bateaux. Les galères. Non, mais vous parce embarquez qu'il y a la beaucoup musique. de navigateurs qui, pour tromper l'ennui et se donner l'impression non, mais c'est vrai, d'une présence aujourd'hui, on a les iPods qui permettent d'écouter de la musique, même si c'est très fragile comme instrument. Et je connais des chanteurs qui rament, moi. Oui. Parce qu'ils n'ont pas de contrat. Il y en a souvent. Ouais. Beaucoup, en ce moment, ouais. Et n'oubliez pas, à 18h, RTL Soir, présenté par Elisabeth Martichoux et Philippe Corbet. La honte de l'invité d'honneur. Alors je vous avoue que j'ai quand même pas mal cherché parce qu'on a tendance, je crois, à refouler ces moments-là. Oui. On n'ose pas les avouer. On n'ose pas, ou alors on dit qu'on les a oubliés, et parfois c'est souvent vrai. Non, une petite anecdote qui va aussi vous faire sourire. C'était sur mon tour du monde à contre-courant, donc sur ce grand bateau qui, vous le savez, en plein milieu de l'océan Indien, j'ai dématé le mât de 31 mètres qui se casse la figure en pleine tempête. Et le lendemain matin, en fait, je dois descendre dans l'eau pour vérifier l'état de la coque du bateau et l'état de la quille notamment, parce que ça aurait pu dégrader. En fait, le bateau ne coule pas, mais je me suis dit peut-être qu'il y a une anomalie et du coup une avarie. Je plonge et j'appelle ma famille avant par le téléphone satellite en disant je descends du bateau, ce qui est très très dangereux, ce qu'il faut jamais faire quand on est en mer seul. Du coup je descends quand même parce qu'il fallait bien les vérifier et je dis voilà, j'appelle avant et j'appelle après. Et entre deux, qui va savoir, là Marianne, vous êtes la seule ici à me comprendre, je me dis tiens, je vais peut-être en profiter pour aller me laver. Et me laver les cheveux. Je comprends. Voilà. Et donc, je prends ma bouteille de shampoing, machin, et je me lave dans l'eau, vite quand même, parce qu'il y a quand même les requins qui se baladent et tout. Mais je mets beaucoup plus de temps que ce qui était prévu. Et à la maison, il y a le minuteur qui continue à tourner, il y a le sablier, il y a mes parents qui sont livides parce que Maud ne rappelle pas. Et donc j'ai eu le moment de honte. Vous aviez oublié. Disons que j'avais pris plus de temps. La notion de temps en mer est déjà différente que sur Terre parce qu'on a tout le temps. Vous avez dit à votre mère, mais excuse-moi, j'étais chez le coiffeur. Non, et voilà. Et donc je la rappelle après pour lui raconter ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'ils étaient très très inquiets. Et j'ai eu un peu honte de leur avoir fait vivre ça. Si c'était le requin qui avait rappelé, là, ils auraient été inquiets. C'est pardonné. Dernière citation que nous devons à monsieur Romain de Nice qui a dit: l'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. Et ça a été dit dans les années 65 par quelqu'un de très important et chez nous. De Gaulle? Non. Bombard? Non. Pompidou? Ah. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et c'est Marianne qui va raconter l'histoire du jour envoyée par monsieur Denis Dermet en Belgique. La petite Marion rentre de l'école et raconte fièrement à sa maman:
Tonton m'a montré son zizi. La maman interloquée ne trouve pas de mots pour réagir. Et la petite Marion de surenchérir. Ça m'a fait penser à une cacahuète. Mais la maman dit, était-il vraiment si petit? Et Marion de répondre, non, pas vraiment, mais c'était salé. Voilà, merci pour avoir raconté avec beaucoup de pudeur cette histoire. Mais aujourd'hui, ah, bravo. La petite fille, on n'en parlera plus. Elle est d'ailleurs interrogée par la police actuellement. Et un grand merci à Maude Fontenoy pour être venue nous présenter ma maison écolo et mon bébé écolo, avant de se livrer à un petit simulacre de naufrage sur la Seine. Merci, bravo, à demain.